Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à cette matinale qui va être dédiée à la protection des consommateurs face aux nouvelles formes d'influence commerciale. Alors aujourd'hui, c'est le Black Friday. On ne pouvait pas vraiment faire mieux en termes de date. C'est un peu fait exprès. C'est un vrai petit clin d'œil puisque c'est un grand jour des rendez-vous de la consommation et par définition, beaucoup de choses autour des biais cognitifs potentiellement et en tout cas des stratégies commerciales qu'on observe. Alors aujourd'hui, on va vous parler en fait des questions que pose l'utilisation des biais cognitifs dans le marketing et notamment toutes les nouvelles techniques d'influence commerciale. Peut-être deux mots sur ce que sont les matinales pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. En fait, ce qu'on veut faire, c'est réunir des universitaires, des économistes, des sociologues, des juristes, des praticiens du droit, des acteurs du mouvement consumériste, des acteurs économiques, des entrepreneurs, pour croiser les regards, pour prendre de la distance, pour réfléchir collectivement sur des phénomènes qu'on observe et voilà, en croisant des regards juridiques, économiques et très pratiques. Je voudrais déjà remercier et saluer les participants et notamment les deux co-animateurs qui se sont impliqués dans l'organisation. Monsieur Philippe Moati, vous êtes professeur émérite d'économie à l'Université Paris-Cité, cofondateur de l'Observatoire Société et Consommation. Vous êtes un analyste très attentif des transformations de l'économie et de la société. Et vous allez animer une première table ronde qui va porter sur l'état des lieux de l'utilisation des biais cognitifs dans le marketing pour encourager l'acte d'achat. C'est vrai qu'un des enjeux, c'est qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est pas toujours évident. Ensuite, la deuxième table ronde sera animée par Nicolas Gentil, qui est, je pense, bien connu, qui participe très souvent à nos tables rondes. Avocat, fondateur du cabinet Loi et Stratégie, spécialiste en droit commercial, des affaires et de la concurrence, expert en droit international et de l'Union européenne. Et sur la seconde table ronde, on parlera plus particulièrement de l'encadrement juridique, parfois de l'interdiction des pratiques commerciales qui s'appuient sur l'utilisation des biais cognitifs. Alors c'est vrai qu'on voit qu'on a désormais un corpus juridique quand même assez costaud, avec pas mal de textes. Il y a le règlement sur les services numériques, le DSA, la protection des données avec le RGPD, le droit de la consommation avec tout ce qu'on peut faire autour des pratiques commerciales trompeuses ou des pratiques commerciales agressives. Et puis maintenant aussi, dernier règlement en date, le règlement sur l'intelligence artificielle, là aussi qui est aussi intéressant. Donc on a beaucoup de textes, on voit qu'on a aussi beaucoup d'enjeux de coordination, non seulement des autorités nationales, puisqu'on a à chaque fois des autorités différentes, des autorités indépendantes, des administrations, et aussi des sujets de coordination avec la Commission européenne, puisqu'on a effectivement tous ces nouveaux textes, et il y a là aussi des parties différentes de la Commission européenne avec des pouvoirs différents. Je voudrais également saluer les participants des différentes tables rondes. Tout d'abord, Laetitia Vasseur, cofondatrice et directrice de Halte à l'obsolescence programmée et du Club de la durabilité. Olivier Sauvage, spécialiste du digital chez Uexperience, j'espère que je prononce bien. Uexperience, voilà. Étienne Bressou, Chief Behavioral Officer et Deputy CEO chez The BVA Family. Et pour la deuxième table ronde, nous aurons Léa Le Galliard qui vient de rejoindre la DGCCRF comme sous-directrice droit de la concurrence, consommation et affaires juridiques, Juliette Sénéchal, professeure de droit privé de l'Université de Lille, et Marc Lolivier, directeur général de la FEVAD. Et je voudrais également saluer toutes celles et ceux qui nous suivent à distance, et je vois que vous êtes visiblement nombreux ce matin pour cette thématique. Vous pourrez poser vos questions via le chat. Nous aurons un replay comme d'habitude et nous pourrons publier une synthèse de cette matinale également. Et je remercie les agents du Bureau du droit de la consommation et de la communication qui ont organisé et préparé cette matinale. Alors peut-être deux mots avant de laisser place à la première table ronde sur la thématique de jour. C'est vrai que moi-même, aujourd'hui, je me dis, mon Dieu, j'espère que je ne vais pas louper la promotion sur cette petite robe qui est peut-être la dernière. Et effectivement, on a envie d'être à la mode, on a envie de nouveautés. Et les biais cognitifs sont là. C'est pas nouveau. Ça n'est pas illégal s'il n'y a pas d'altération de la liberté de choix du consommateur, si ça ne vicie pas son consentement, s'il peut bien exercer ses droits. Mais on voit bien que ça n'est pas toujours le cas. Donc c'est forcément un sujet qui est au cœur des sujets de protection du consommateur. On sait qu'il y a tout un tas de choses qui peuvent jouer. Il y a des asymétries d'information, mais effectivement, l'exploitation des biais cognitifs, c'est quelque chose qui peut être utilisé et on voit se développer, et c'est normal, il y a toujours des nouvelles pratiques commerciales et donc il faut regarder quels sont les nouveaux risques. Donc c'est vrai que l'an dernier, on s'était aussi posé sur cette thématique, mais plus sous l'angle des algorithmes. Et cette année, on voulait vraiment reprendre encore plus un pas de recul en se disant quelles sont les pratiques commerciales et notamment regarder un peu ce qui se passe dans le domaine de l'influence commerciale.
Donc c'est vrai qu'on voit que pour le consommateur, c'est pas toujours évident de se positionner. Par exemple, quand on voit l'ensemble des cookies, est-ce qu'on les accepte ou pas? Parce que ça prend un peu de temps, c'est pas évident. Mais en même temps, du coup, ça va être voilà. Ensuite, peut-être ça nous captive un peu dans le parcours. On peut avoir la version à la perte, qui peut être là aussi un biais cognitif. On se dit, mince, vraiment, voilà, la promotion, c'est aujourd'hui et pas demain. Je n'étais pas sûr d'acheter, mais si j'achète pas aujourd'hui. Donc voilà, il y a beaucoup d'autres exemples. Il y a beaucoup de pratiques qui vont s'appuyer sur nos biais cognitifs. Et effectivement, ce que je disais, c'est qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et la ligne rouge n'est pas toujours évidente à fixer. Et c'est en même temps ça qui est très intéressant et qui fait qu'on a toujours besoin de débattre et de regarder où est-ce qu'on essaie de tracer la ligne. Il y a eu un arrêt intéressant de la Cour de justice de l'Union européenne, Compass Bianca, qui était intéressant, puisqu'il dit que même quand on parle du consommateur moyen, il est raisonnablement attentif, avisé, mais il a bien des biais cognitifs. Et effectivement, on voit bien que ça fait partie intégrante en fait, de la notion de consommateur. On s'intéresse beaucoup quand on parle du DSA sur les dark patterns, c'est effectivement les procédés manipulatoires qui sont interdits. Là aussi, qu'est-ce qu'un dark pattern? Il y a des choses un peu évidentes, il y a des choses moins évidentes. Il y a beaucoup de travaux en ce moment parce qu'on sait qu'en plus c'est une notion qui apparaît dans beaucoup de textes au niveau du droit européen. Sur ce sujet-là, parce que nous c'est aussi une préoccupation et notamment une préoccupation vis-à-vis des plus jeunes, on a travaillé cette année avec l'école des Gobelins pour faire des animations courtes avec la promotion sortante pour mettre en garde les jeunes consommateurs sur le sujet. Donc moi j'ai regardé toutes les petites vidéos, elles sont très courtes, elles sont très sympas. Donc, je remercie vraiment beaucoup à la fois l'équipe de la com qui a initié ce partenariat, mais aussi l'école des Gobelins et ceux qui ont fait ces petites vidéos qui sont sur notre compte Instagram et aussi notre chaîne YouTube. Pour reparler d'opérateurs économiques dont on parle un peu beaucoup en ce moment, c'est vrai que quand on parle de biais cognitifs, on peut avoir du coup des pratiques vraiment commerciales trompeuses qui vont s'appuyer sur ces biais. Donc pour parler de Chine, dont on parle beaucoup en ce moment, on avait déjà beaucoup travaillé sur Chine et notamment sanctionné avec une transaction pénale de 40 millions d'euros la plateforme, puisque il y avait eu ce biais relatif au fait de ne pas louper une bonne affaire et une pratique qui consistait à avoir des promotions quasi permanentes. Sauf que quand on a regardé les promotions, on a vu que 57% des annonces vérifiées ne correspondaient à aucune baisse de prix, 19% correspondaient à une baisse moins importante qu'affichée et 11% cachaient même des augmentations de prix. Donc là, on voit bien que la pratique commerciale trompeuse s'est vraiment appuyée sur ce biais-là. Donc on voit que le sujet, il y a beaucoup de pratiques différentes et c'est bien l'objet de cette matinale. Donc merci encore pour votre participation et je cède sans plus tarder la parole à Monsieur Moiti. Merci beaucoup. Donc je prends la parole au bon. Vous avez dit déjà beaucoup de choses. Je vais être bref dans mon introduction et je mets le chronomètre pour ne pas dépasser. En fait, de quoi parle-t-on de pratiques finalement extrêmement anciennes, presque aussi anciennes que le commerce. Alors, il y a l'exemple typique du prix psychologique. Pourquoi 9,99 € et pas 10 €? Pourquoi 99 € et pas 100 €? Mais ça, je pense qu'on a toujours connu ça. Alors maintenant, on commence à comprendre. Mais avant de comprendre, on savait que ça marchait, tout simplement. Il y a des études qui l'ont objectivé. 99 €, on le rapproche plus de 90 que de 100. Étonnamment. Donc on surestime l'écart par rapport à la réalité. C'est un écart d'1 € tout simplement. Et puis surtout, on a objectivé, ça augmente significativement le volume de vente. Bon, pourquoi? C'est là que les psychologues interviennent. On serait un peu feignant, notre cerveau serait un peu feignant, on s'arrêterait un peu au premier chiffre et on éviterait d'aller voir la suite. Ou alors, c'est complémentaire, le biais d'ancrage. Alors ça, c'est un gros biais, je pense qu'on va en parler. C'est-à-dire que vous avez vu le 9 et ça y est, vous avez considéré qu'on était sur c'est la dizaine qui compte en quelque sorte et vous êtes ancré sur 90 et le 100 appartient à un autre registre en quelque sorte. Donc le biais d'ancrage, c'est un biais qui est hyper exploité, mais là aussi depuis la nuit des temps dans le marketing et l'influence sur le consommateur. Vous avez parlé du prix barré. Plutôt que d'afficher tout de suite un prix compétitif, il faut mieux avoir un prix élevé qu'on barre pour faire apparaître un niveau de remise, parce que le prix qui est barré devient une encre à partir de laquelle on va
juger le prix final, tout simplement. Donc pour vous dire que c'est des choses qu'on connaît parfaitement, alors pourquoi il y a l'actualité du sujet? C'est les sciences comportementales, depuis, je dirais, 20 ou 30 ans, ont mis au jour les mécanismes psychologiques et cognitifs qui sont à l'origine de ça. Donc on comprend beaucoup mieux comment ça fonctionne. Et puis, deuxièmement, le numérique offre des outils extraordinaires aujourd'hui pour exploiter ces biais cognitifs ou plus généralement pour déployer de nouveaux dispositifs d'influence pour pousser les consommateurs à acheter. Voilà. Alors, pourquoi ça poserait problème? Après tout, on y réfléchit bien, c'est l'objectif peut-être premier du marketing, c'est d'influencer le consommateur pour qu'il achète, quoi. Donc si on commence à mettre ça sur la table, c'est la critique du marketing qu'on va commencer. Alors ensuite, il y a quelque chose de beaucoup plus clair, c'est la loi. Vous l'avez évoqué. Il y a des pratiques qui sont légales et d'autres qui sont illégales. Sur la base de quoi? Des grands principes juridiques sur lesquels je ne vais pas revenir. Mais je pense que ce qui se joue ici, ce n'est pas seulement la légalité, parce qu'en plus, la ligne de la légalité, elle peut évoluer au cours du temps. C'est licite ou illicite. Voilà. Et alors là, ça ouvre un débat, mais je trouve absolument abyssal, et c'est ça qu'on va essayer de traiter en fait aujourd'hui. C'est jusqu'où on peut considérer que ce sont des pratiques normales et acceptables, et à partir de quand on considère que non, et pas seulement parce que on a fait dévier le consommateur de sa pente naturelle, puisqu'encore une fois, c'est la logique du marketing. Mais peut-être parce que ça conduit à des comportements qu'on considère socialement comme peu acceptables, notamment quand ça pousse à l'hyperconsommation, à acheter n'importe quoi, acheter des produits dont on n'a pas besoin, des produits dangereux, etc., etc. Voilà. Donc c'est ça qu'on va essayer d'éclairer modestement durant ces deux tables rondes. Alors, la première, ce sera effectivement plutôt un état des lieux, et la seconde, vous allez poser la question en termes beaucoup plus juridiques. Alors, pour aborder tout ça, je reprends mes notes. Donc 3 invités que je remercie vivement d'avoir accepté de se coller à ce sujet. Alors, donc on va commencer avec Étienne Brissou, que vous voyez ici, qui va nous faire un peu, qui va essayer de nous expliquer les mécanismes qui sont en cause là. Et vous êtes un expert, vous êtes docteur en sciences de gestion, vous avez fait une thèse sur un sujet qui est quand même extrêmement proche, je lis le sujet, de l'intention d'achat au comportement, essai de modélisation au pluriel, incluant variables attitudinales, intrapersonnelles et situationnelles. Si le titre vous fait peur, la thèse a été publiée avec un titre plus aguichant, voilà, comme quoi, l'influence du consommateur, y compris dans la promotion de ses propres publications. Vous avez été maître de conférence pendant 15 ans, donc vous êtes vraiment un profil d'universitaire, mais vous êtes passé du côté sombre de la force en travaillant pour BVA, désormais BVA Ipsos, et vous êtes à la tête de l'unité Nudge Consulting. Donc les nudges, vous allez nous en parler, c'est votre truc. Vous avez même écrit un bouquin sur les nudges qui s'intitule « Le nudge et autres coups de pouce pour mieux apprendre », c'est ça, chez Pearson, pardon, c'est mieux. Et donc, vous nous expliquerez, qu'est-ce que vous faites? Vous contribuez à aider les marques à influencer les consommateurs? Vous allez nous expliquer la nature de cette activité chez BVA. Et ensuite, on passerait la parole à Olivier Sauvage, qui est à ma droite. Et avec vous, on va s'intéresser aux pratiques des entreprises. Concrètement, qu'est-ce qu'elles font? Comment elles mobilisent les possibilités offertes par ces nouvelles technologies pour influencer, exploiter les biais cognitifs et nous pousser à l'achat, notamment avec l'IA. On ne peut pas ne pas en parler. Donc vous êtes un spécialiste du digital avec une expertise de plus de 15 ans dans l'e-commerce, donc je pense que vous êtes bien placé. Vous avez fondé et vous dirigez une entreprise qui s'appelle Webs Expérience, c'est pas facile à dire, on est deux à avoir buté dessus. Donc c'est une société qui accompagne les acteurs du e-commerce, notamment pour améliorer l'expérience client, on dit l'UX, je crois, quand on est branché. Et donc forcément, vous êtes sans doute amené à manipuler quelques dispositifs pour pousser à la vente. Je pense que vos clients, c'est pour ça qu'ils vous payent. Et enfin, avec Laetitia Vasseur à ma gauche, vous êtes donc cofondatrice de Hop, Halte à l'obsolescence programmée, donc on peut dire une association, une ONG, on va dire ça comme ça, qui donc on pointe du doigt une des dérives du modèle de consommation actuel. Et avec vous, on va essayer de voir, on va commencer à voir qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça. Donc je pense que vous n'en pensez pas grand bien. Où est-ce qu'il faudrait mettre la ligne rouge? Encore une fois, pas celle de la légalité, mais celle de la, comment on dit, licite, bon, vous avez compris. Ce qui est licite et ce qui ne l'est pas. Voilà, merci. Et je signale que Hop a publié en juin dernier un rapport intitulé « Conditionné à surconsommer », enquête sur l'obsolescence marketing et l'influence des stratégies commerciales. Autant dire qu'on est vraiment dans le cœur du sujet. Et donc, vous allez nous donner la substantifique moelle de ce rapport. Voilà, sans perdre de temps, on commence avec vous.
Alors, qu'est-ce qui se joue dans notre cerveau? Qu'est-ce qui fait qu'on est aussi à ce point vulnérable? Bon, c'est bien, vous me donnez d'entrée de jeu le mauvais rôle. Mais déjà, revenir, le nudge, et c'est peut-être aussi ça qui met les biais cognitifs sur la scène, le nudge, ça date de 2008. Donc c'est vraiment quelque chose de très récent en termes de concept et d'utilisation. C'est le livre de Cass Sunstein et Richard Thaler, qui a été publié en 2008 et qui pour la première fois utilise le mot nudge, qui en anglais veut dire coup de pouce, pour le concept dont on va parler aujourd'hui. Donc on est sur quelque chose d'assez neuf. Et effectivement, ça remonte, vous l'avez très bien dit, plein de principes de la psychologie sociale, des sciences cognitives qu'on pouvait connaître un petit peu auparavant, mais qui du coup vont être effectivement utilisés pour changer les comportements des individus. Et si je prends la définition du nudge de Thaler et Sunstein, c'est comment j'organise l'architecture de choix pour aider les gens à atteindre leur comportement. Et c'est là qu'on pourra revenir sur toute la logique de manipulation, et le débat est fascinant et très intéressant, sans changer leur équilibre économique et sans supprimer de choix existants. C'est-à-dire qu'on rejoint sur cette logique de le nudge n'est pas l'interdiction. Le nudge est une offre qui est possible. Alors, tout ça, ça s'appuie sur les logiques de sciences comportementales. Alors, peut-être un petit exemple de nudge. Est-ce que vous savez combien de litres d'eau il faut boire par jour? En général, ça, les gens savent. 1,5 litre, 2 litres, on est d'accord, voilà. Est-ce que vous buvez 1,5 litre, 2 litres par jour? Ça, en général, les gens savent un petit peu moins. Et Vittel, donc une marque d'eau, a développé une petite bouteille sur laquelle, au niveau du bouchon, vous avez un petit minuteur et vous avez un petit drapeau qui se relève. Ce qui fait que quand vous êtes au bureau et que vous avez votre bouteille, la boîte devant vous, vous ne pensez pas forcément à boire. Quand vous avez ce petit bouchon qui se lève, il vous rappelle qu'il faut boire. Donc Vittel va vous aider à mieux boire. Si vous n'avez pas envie de boire, c'est pas obligatoire. Ça ne change pas grand-chose sur votre équilibre économique. Alors, est-ce que ça vous incite à boire de l'eau? Oui. Est-ce que ça vous incite à boire de la Vittel? Potentiellement, oui, on est absolument d'accord, et on peut tout discuter après sur le plastique et tout ce que vous voulez. Aucun souci sur ce sujet-là. La logique qui est derrière, c'est d'abord d'aider le consommateur tout en ayant effectivement une logique de business. Et c'est là que j'aimerais bien moi aussi revenir un peu sur la définition du marketing. Parce que qu'est-ce que c'est que le marketing? Parce que le marketing, il a beau dos. Et effectivement, les journalistes, ou le marketing, c'est honteux, etc. Moi, j'aime bien ce qui a été dit tout à l'heure pendant la présentation. C'est il y a des pratiques frauduleuses. Le marketing ne cautionne pas les pratiques que vous venez de soutenir. Ce n'est pas du marketing. C'est l'utilisation frauduleuse de concepts qu'on sait fonctionner. Et ils fonctionnent. On va revenir sur les biais cognitifs. Mais si je prends la définition de l'Association française de marketing, que vous connaissez très certainement, donc ce sont des chercheurs, ce ne sont pas des gens qui travaillent pour les marques. Ce sont des gens qui sont totalement ouverts à l'ensemble des choses. Ces gens-là, ils vont définir le marketing comme la vision d'un échange qui apporte de la valeur à chacune des deux parties. Et ça, pour moi, c'est très important, parce que le consommateur, il va avoir de la valeur d'usage en contrepartie de la valeur qu'il va donner à la marque sur laquelle on est. On pourra débattre et revenir dessus. Et ce n'est pas une vision altruiste, c'est une vision long terme des entreprises. Et ça, sur les logiques de nudge, moi, c'est des choses sur lesquelles je travaille très souvent. La question qui m'est souvent posée, c'est est-ce que vous avez déjà refusé des missions nudge? Oui, j'ai déjà refusé des missions nudge, parce que je ne suis pas d'accord pour utiliser ces techniques-là pour faire en sorte que des gens qui sont averses au risque, on en a parlé tout à l'heure, mettent leur argent dans des placements boursiers risqués. Voilà, je ne suis pas d'accord pour que des enfants qui boivent de l'eau, on essaye de les inciter à boire forcément plus de soda sucré. Ça me pose effectivement des problèmes. Et quand on parle avec les gens qui sont responsables des marques, donc les gens du marketing, de ça, tout d'un coup, ils vous disent « ouais, c'est peut-être pas idiot, parce qu'en termes d'image, c'est pas génial ». Et donc, on est sur cette vision de long terme sur laquelle on peut être. Alors, ça n'empêche pas la loi, etc. Je suis très, très ouvert à tout ça. Si je reviens du coup quand même sur les biais cognitifs, qu'est-ce que nous apprend les sciences comportementales? Il y a 3 grands enseignements sur les sciences comportementales. Le premier, c'est effectivement, nous ne sommes pas rationnels au sens économique. Vous qui êtes économiste, vous savez ce que c'est que la rationalité économique. C'est pas être irrationnel, c'est pas être idiot. C'est juste ne pas respecter un certain nombre de postulats de base des modèles économiques. On a le droit. Et même, ça nous aide à prendre plein de décisions. Un exemple, parce que c'est un biais qui est d'une puissance énorme, c'est le choix par défaut. Exemple,
des chercheurs allemands qui ont fait sur l'enrôlement des gens dans des gens qui souscrivent un abonnement d'électricité. On leur propose 2 choix. Premièrement, vous êtes enrôlé par défaut dans une électricité verte. Par ailleurs, sachez que ce contrat-là vous coûte 5% de plus qu'un contrat normal et que si vous voulez pas ce contrat, vous n'avez qu'à cocher la petite case qui est ici. Mais par défaut, vous êtes dans l'énergie verte. Et puis il y a les gens à qui on fait l'inverse. Par défaut, vous êtes dans l'énergie fossile, on va dire. Ce contrat vous coûte 5% moins cher qu'un contrat d'énergie verte. Et par ailleurs, si vous voulez passer sur le contrat d'énergie verte, cochez ici. Dans le premier cas, énergie verte par défaut, 70% des gens prennent le contrat d'énergie verte. Dans le deuxième cas, énergie fossile par défaut, 7% prennent le contrat d'énergie verte. Donc on est face à un biais qui est d'une puissance extraordinaire. Après, toute la question, c'est toujours la même. C'est qu'est-ce que j'en fais? Et vous voyez que dans cette expérience faite par des universitaires, on a une information qui est liée à ce choix par défaut et tel qu'il est proposé. Deuxième enseignement, alors des biais comme ça, il y en a 200, donc je ne vais pas tous vous les passer, hein, vous comprendrez. Nous, on travaille sur une vingtaine principales dans les problématiques marketing. Il y en a une vingtaine qu'on a identifiées comme étant intéressantes. On a un petit acronyme qui s'appelle les facteurs de changement, une lettre égale un biais, et ça nous aide justement à approcher un petit peu tous ces mécanismes-là. Le deuxième enseignement, c'est, vous parlez du cerveau hein, et de comment il fonctionne, ce que Daniel Kahneman appelle le système 1 et le système 2. C'est très simple, hein. Si je vous dis 2 plus 2, 4, hein, ça va vite. Voilà. Si je vous dis 25 fois 37, vous allez y arriver parce que j'ai confiance en vos capacités mathématiques, vous êtes un économiste. Mais vous voyez bien qu'il va falloir réfléchir un petit peu plus. Et la majeure partie des décisions qu'on prend, elle est du type système 1, elle est du type automatique. Donc ça veut dire que, je prends un exemple qui m'énerve au plus haut point par ailleurs, c'est les packs familiaux. Voilà, vous avez un pack familial, automatisme dans le cerveau, c'est moins cher que si je prends la plus petite unité. Tant que c'est ça, moi je suis en phase. Le jour où le pack familial a un prix au kilo, ce qui parfois arrive, hein, qui est plus élevé que le pack individuel, bah non, ça m'énerve. Voilà. Et là, en tant que consommateur, j'ai aussi ma voix et ma capacité à réagir sur ces logiques-là. Et le troisième enseignement, et c'est ça tout le principe du nudge, c'est que comme on a bien compris l'ensemble de ces biais-là, cette irrationalité, ce système 1, et que tout cela est prévisible, hein, on est irrationnel mais de manière prévisible, eh ben on peut jouer avec. Et c'est ça le principe du nudge. C'est je vais aller activer toutes ces connaissances-là pour effectivement aller faire aller les gens vers un certain nombre de comportements. Alors est-ce que c'est manipulatoire? Parce que c'est ça le débat aussi. Alors ça dépend de la définition que vous prenez de la manipulation. Si une manipulation, vous prenez la définition avec le caractère négatif, qui est souvent la plus large définition acceptée, alors pour moi, mais ce n'est que mon avis, le nudge n'est pas manipulatoire. Parce que mon objectif, et d'ailleurs je ne sais pas faire, c'est pas de vendre n'importe quoi à n'importe qui, c'est de l'apporter de la valeur aux gens, en tant que marketeur. Oui, non mais on a une énergie nucléaire. Elle a été faite pour quoi, au départ? Voilà. Et qu'est-ce qu'on veut en faire? Tout le débat est là. Et c'est pour ça que pour moi, la vraie question, ce n'est pas la question de la manipulation. Parce qu'on peut débattre 107 ans sur ça. Vous voulez me faire dire que le nudge est manipulatoire? À un moment, je vais vous dire, oui, quand même, ça va inciter les gens. Par ailleurs, c'est manipulatoire pour les marques, mais aussi pour les États. Quand Cass Sunstein, qui a écrit le livre Nudge, 2 ans après avoir écrit le livre Nudge, passe à l'OIRA, et donc dans le gouvernement de Barack Obama, il est titré par les journaux américains comme l'homme le plus dangereux du monde. Voilà. Et c'est quelqu'un qui, pourtant, a priori, un juriste hein, par ailleurs, a plutôt envie de faire le bien. Voilà. Donc toute la question après, c'est pourquoi on utilise ces outils-là et comment on les utilise. Et pour moi, la vraie question, c'est pas celle de la manipulation, c'est celle de l'éthique. Et sur le sujet du nudge, il y a une littérature académique foisonnante sur l'éthique, parce que c'est un vrai sujet que tous les gens qui utilisent le nudge vont avoir à cœur d'aller voir. Et il y a des critères. Alors, ils sont parfaits, pas parfaits, on peut le discuter 107 ans, mais en tout cas, nous, quand on va travailler sur ces problématiques-là, et même pour des entreprises marketing, on va aller voir 5 critères. Alors, je les connais par cœur, mais évidemment, je les ai quand même notés parce que sinon, je vais avoir un trou de mémoire. Donc, forcément, ça ne va pas. Mais vous voyez, je les anticipe. C'est pas mal. Je m'auto-manipule. Le premier, c'est est-ce que l'objectif est condamnable ou pas?
Et là, je vais prendre un exemple volontairement provocateur. Je travaille pour des marques et on essaye d'améliorer l'expérience client. Et par exemple, il nous arrive de se dire, bah tiens, et si on présentait au client l'ensemble d'une gamme, il nous demande quelque chose, on va lui présenter aussi d'autres logiques qui sont d'autres logiques de gamme. On pourrait se dire c'est du cross-sell, et c'est du cross-sell. Voilà. Donc j'essaye, à partir de ce que l'individu va, de voir ce qui peut lui faire plaisir en complément. Est-ce que les consommateurs aiment ça ? Oui. C'est-à-dire quand vous faites des études et que vous demandez, les consommateurs sont demandeurs de découvrir l'ensemble de l'univers de la marque. Est-ce que ça va faire prendre plus ? Potentiellement, oui, c'est quand même un des objectifs. Est-ce que ça va améliorer l'expérience du client ? Oui. Est-ce que ça va lui apporter de la valeur ? Oui, et ça va apporter de la valeur dans les deux cas. Alors on peut discuter ces pratiques-là, mais quand vous rentrez dans un magasin de luxe ou autre, vous vous attendez quand même à être dans une logique d'échange commercial et pas dans une logique d'échange altruiste. Et vous venez aussi chercher une expérience et une découverte. Donc, est-ce que cet objectif est condamnable ? On peut discuter de la morale de chacun. Pour moi, il n'est pas nécessairement totalement condamnable. La logique de bénéficiaire, à qui va bénéficier le nudge ? Est-ce que c'est à la société ou est-ce que c'est à la marque ? Voilà. Je vous prends un exemple autre que celui de Vittel, Caprice des Dieux. Vous connaissez le petit fromage en forme de ballon de rugby. Ils ont fait un petit fromage en forme de bûchette sur lequel il y a des petites bandelettes qui vous indiquent sur chacune de bandelettes, c'est la portion de fromage à consommer pour chacun des repas. Voilà. Ça, le bénéficiaire, c'est qui ? C'est l'individu. Est-ce que c'est aussi la marque ? Oui, bien sûr, puisqu'elle va avoir une référence supplémentaire dans le supermarché, donc potentiellement elle va vendre plus de Caprice des Dieux. Elle apporte de la valeur à son consommateur qui, du coup, vous savez, vous, ce que c'est la bonne portion de fromage à manger ? Non, voilà. Et Caprice des Dieux donne cette indication. Résultat, le consommateur, il va consommer moins de fromage par prise. Comme il ne va pas au supermarché tous les jours, c'est pas très grave pour les ventes de Caprice des Dieux, parce que c'est pas parce que j'ai plus de Caprice des Dieux dans mon frigo que je retourne au supermarché. Donc en fait, ça va juste lui montrer comment consommer dans le temps et de manière saine le fromage sur lequel il est. Et par ailleurs, ça a un impact sur la consommation de tous les fromages du consommateur. Est-ce que c'est un bénéfice pour la marque ? Oui. Est-ce que c'est un bénéfice pour l'individu et la société dans son ensemble ? Oui. Donc, voilà un critère. Vous êtes en train de nous dire qu'on peut faire un usage tout à fait éthique de ce genre de pratique, mais et je vous donne une retourne logique. Que les mêmes outils, quand on les maîtrise, peuvent servir des pratiques qu'on peut... Frauduleuses, on est d'accord. Mais moi, j'appelle pas ça du marketing. D'accord. Voilà. Si on est dans des logiques de pratiques frauduleuses et qu'on va contre la loi... Contre la loi, c'est réglé. Oui, mais c'est quand même ce que j'entends, et c'est quand même les exemples qu'on cite, c'est des gens du marketing qui vont contre la loi pour expliquer qu'ils font des pratiques frauduleuses. Oui, c'est pas forcément des bons marketeurs. On peut discuter de ça. En tout cas, c'est pas l'objectif sur lequel on est. Je vous titille un tout petit peu. Mais vous avez raison, on est là pour ça. On va passer ensuite à l'exposé suivant, mais on est en plein Black Friday. Tant qu'on ne vend pas à perte, on est dans les clous. Je parle sous le contrôle des juristes. Mais vous voyez bien que c'est une incitation à consommer dans l'urgence, parce que ça ne va pas durer très longtemps. C'est la bonne affaire à ne pas laisser passer. Donc c'est complètement légal. Est-ce que c'est licite d'exploiter ce genre de biais cognitif, de l'urgence Est-ce que c'est interroger alors, encore une fois, interroger les consommateurs. C'est ça aussi le marketing. Demander aux consommateurs s'ils sont contents et ça leur fait plaisir. Et s'ils ont l'impression que ça te fait avoir. Qu'il va avoir le même point de vue que le consommateur ? C'est potentiellement, chaque consommateur est un citoyen. Et si vous ne souhaitez pas participer à ce genre de pratique, vous en avez totalement la liberté de choix. Alors, c'est de l'influence. C'est de l'influence. L'influence, c'est précisément d'orienter nos choix. Quoi. Mais quelle est la valeur que vous allez apporter derrière ? Pour moi, on est dans ces logiques-là. Enfin, je veux dire, le citoyen qui se rend dans un magasin pour acheter devient un consommateur. Il n'est pas obligé de laisser sa casquette de citoyen derrière. Est-ce que les marques peuvent l'influencer sur des choix ou d'autres ? Évidemment, et ça va être la logique de principe du marketing. J'ai pas de souci avec ça. Est-ce que c'est vendre n'importe quoi à n'importe qui et faire n'importe quoi à n'importe qui ? Je ne pense pas. Pour moi, non. Et je vais vous dire, si j'avais pas de morale et que je savais vendre n'importe quoi à n'importe qui, je serais aujourd'hui très riche. Mais non seulement j'espère avoir un peu de morale, mais en plus, je ne sais pas vendre n'importe quoi à n'importe qui. Excellente transition. Alors vous avez des garde-fous moraux, parfait, mais précisément quelqu'un qui n'aurait pas de garde-fou moral et qui serait très intéressé par gagner beaucoup d'argent, ce que vous venez de dire, est-ce qu'il ne serait pas incité à déployer ce genre d'outils pour arriver à ses fins ? Donc,
Merci. Je vous en prie. Olivier Sauvage, alors expliquez-nous je vais la peut-être- réalité des choses. Ouais, alors la réalité des choses, je sais pas. En tout cas, moi, bon, déjà pour que vous compreniez un peu ce que je fais, moi, je suis UX designer à la base. Donc UX designer, c'est user experience. Et mon métier à moi, en fait, c'est de rendre l'expérience utilisateur ou même l'expérience client sur les sites de e-commerce la plus simple possible, la plus fluide possible. Donc là-dedans, il n'y a pas de notion morale, ni éthique, ni à la limite, je dirais marketing, puisque en fait, on a un seul objectif, c'est d'informer le consommateur, de l'aider à faire les meilleurs choix possibles quand il va acheter un produit ou un service. Donc notre objectif, c'est ça. Alors est-ce qu'il faut mettre de la morale ou de l'éthique là-dedans? Je ne sais pas, j'ai l'impression que, je rebondis sur ce que dit Étienne, mais on est un peu dans un débat franco-français, parce que moi j'ai l'impression que quand on va en Angleterre, aux États-Unis, les questions on ne les poserait pas du tout de la même façon. C'est beaucoup moins gênant d'adhérer à des promotions, de se faire avoir par un crédit à la consommation à 15%, etc. Les gens le font beaucoup plus volontiers. Et j'ai l'impression que nous, en France, on a tendance à voir les choses un petit peu de manière comme ça, morale, éthique, que le commerce et le marketing en particulier ont une image de marque un petit peu négative, ce qui est un peu dommage parce que je rejoins tout à fait Étienne. Moi, je trouve que le marketing, en fait, c'est un métier où on doit essayer de rendre service aux gens pour qu'ils fassent les choix les plus éclairés possibles. Et ce qui est donc mon métier à moi. Mon métier à moi, c'est de concevoir des interfaces à la demande de mes clients. Alors, mes clients, c'est qui? Alors, ça va faire peut-être sourire Marc Olivier qui est ici parce qu'il les connaît bien. C'est les gens de la VAD. Moi, je viens du monde de la VAD dans le Nord, notamment 3 Suisses, qui avaient des techniques marketing, on peut dire, qui étaient souvent à la limite, alors qui étaient légales, mais qui étaient peut-être pas très licites parce qu'ils étaient souvent à la limite morale. Alors j'ai une petite histoire à raconter à ce propos-là que j'aime bien, qui remonte à assez loin, c'est celle de mon ancien directeur marketing de chez 3 Suisses Belgique. Et à une époque, ils avaient fait une opération de promotion où, en fait, quand on achetait pour un certain montant, on pouvait recevoir un buffet campagnard en cadeau. Et sur le buffet campagnard, il était pris en photo, il était affiché sur le petit flyer. Donc les gens commandaient, recevaient leur buffet campagnard. C'était un sacré cadeau, un buffet campagnard. Et mon directeur marketing donc, était très sûr de son opération, ça avait bien marché, jusqu'au jour où un soir, il n'était pas très tard parce qu'en Belgique, on termine tôt, les journées de travail, des gens sont venus sonner à l'entrée des bureaux 3 Suisses et on lui a dit, c'est quelqu'un qui vient chercher son buffet campagnard. Comment ça, son buffet campagnard? Donc il est sorti, il est allé voir. Les gens étaient venus avec un grand camion pour emporter le buffet campagnard, sauf qu'il y avait un petit problème, c'est que le buffet campagnard, en réalité, c'était un mini buffet campagnard. C'était une maquette, c'était ça le cadeau, en fait. Et ces gens-là n'avaient pas compris. Et en fait, c'était quoi? C'était du marketing, c'était pas illégal, c'était une forme de nudge, quelque part, on exploitait un biais cognitif. Et c'est des techniques en fait, qui sont très anciennes et qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui sur le digital. Donc en fait, aujourd'hui, on n'a rien inventé. Et c'est vrai que nous, dans notre métier, c'est d'accompagner les e-commerçants à améliorer la performance de leur site. Mais honnêtement, moi, j'ai jamais eu d'expérience négative de clients qui m'ont demandé de faire des choses qui influenceraient en mal les clients. En fait, c'est plutôt le contraire. En général, on cherche plutôt à les influencer en bien et à leur faire faire les choix les plus éclairés possibles. Donc c'est ça que je trouve intéressant et je trouve toujours très dommage qu'on aborde la question en disant que les commerçants cherchent systématiquement à tromper les utilisateurs. Même si c'est vrai, ça existe, mais honnêtement, moins en France peut-être que dans d'autres pays. Avec le e-commerce, il n'y a plus de frontières. Quand même, au banc des accusés, on a les sites chinois là, qui apparemment sont des champions de ce genre de choses. Non, on ne peut pas occulter ce genre de réalité. Mais moi, je pense qu'en France, on est quand même relativement bien protégé par tout un tas de réglementations. Et c'est vrai qu'on va trouver des exemples de dark patterns. Alors moi, j'en ai cherché, ça fait longtemps que je m'intéresse au sujet. Et à chaque fois que je trouve des exemples vraiment flagrants, c'est toujours des sites américains, des sites anglais, des sites chinois, etc. En France, pas tellement. Alors ça existe, quand c'est fait, on sent que c'est toujours dans une faille de la loi, en fait. On va exploiter une faille de la loi. Notamment, il y a toutes ces histoires d'opt-in avec ces cases à cocher que vous devez cocher pour vous abonner ou vous désabonner d'une newsletter. Depuis quelque temps, je sais qu'il y a pas mal de e-commerçants qui précochent la case, ce qui est interdit, mais ils ont mis un texte à côté qui fait qu'ils arrivent à passer un petit peu entre les mailles du filet, et donc ils imposent l'abonnement à la newsletter et à l'envoi de promotion. Donc ça, c'est un point. Donc oui, ça se passe, mais je pense que c'est plutôt en France, on est plutôt bien protégé par ça. Donc nous, notre métier, c'est ça, c'est d'essayer d'améliorer l'expérience utilisateur, d'aider les gens à faire les choix les plus éclairés possibles. Et aujourd'hui, je pense qu'on est en train de rentrer un peu dans une nouvelle phase du digital. Alors c'est là que je suis amené à parler d'IA, parce qu'on commence à voir apparaître, et c'est pas depuis 2 semaines, mais depuis 2 ans que ça a commencé, des outils qui permettent effectivement de faire des choses qui sont peut-être sans doute incontrôlables par les marchands, parce que leur puissance est si grande qu'on ne sait pas exactement ce qui va en ressortir. Je pensais à cette histoire de compagnie aérienne, je crois que c'était une compagnie aérienne au Canada, qui avait utilisé un chatbot branché sur l'IA, donc je crois que c'était OpenAI ou ChatGPT tout simplement, pour vendre des billets aux clients.
des billets d'avion, et qui s'est retrouvé à vendre des billets à des prix absolument faramineux, enfin dans le bon sens du terme, vraiment pas cher. Sauf que en fait, c'était pas les bons prix, c'était le bot, l'IA elle-même qui avait décidé du prix. Ça avait échappé vraiment au contrôle de cette compagnie. Et ça s'est soldé bien sûr par un procès parce que le client n'était pas content. Il avait payé, mettons, j'en sais rien, $3 son billet d'avion alors que le billet était à $500. Voilà, j'ai pas les chiffres exacts, mais ça montre une chose, c'est que on est en train d'entrer dans une ère où on va se retrouver avec une complexité infinie avec l'IA, parce qu'elle permet de faire beaucoup de choses et des choses qui échappent totalement à notre contrôle. Alors c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui avec quelques exemples que je voudrais montrer. Oui, on va voir les exemples, c'est toujours éclairant, mais c'est peut-être un défaut de jeunesse, ça, mais une technologie jeune qui est dératée, ça me paraît... mais il n'y avait pas quelque chose d'un peu plus inquiétant dans le déploiement de l'IA, c'est que on va avoir une approche très personnalisée de chaque client. C'est-à-dire qu'on va être capable d'identifier pour chacun d'entre nous quel est le chemin pour atteindre le bouton qui donne envie d'acheter, quoi. Est-ce que c'est pas un super pouvoir marketing qui est en train de se créer par l'ultra-personnalisation? On faisait ça, en gros, avec un marteau pour écraser une mouche. Maintenant, on va le faire au scalpel, quoi, non? Oui, mais alors d'abord, je pense qu'on en est quand même un petit peu loin parce que, enfin, de mon expérience, quand je vois les grands sites de e-commerce français, on n'est quand même pas non plus capable de faire une personnalisation si poussée que ça, si personnalisée que ça, même si l'objectif, il est clair aujourd'hui, c'est de faire de la personnalisation en one-to-one pour chaque utilisateur. Donc se baser non seulement sur ses historiques d'achat, mais sur des suppositions, sur son comportement de navigation et effectivement sur l'inclusion de données extérieures. Mais ça, on sait que c'est illégal, donc normalement, ça ne devrait pas arriver, en tout cas en France. Après, est-ce que ça, c'est pas du marketing? Tout simplement offrir exactement le produit à la bonne personne au beau moment, le produit dont il a exactement besoin et peut-être d'autres produits qui vont avec. Moi, je suis pas tellement gêné par ça, en fait. Je trouve ça normal. Là où ça deviendrait effectivement abusif, c'est à partir du moment où le commerçant essaierait sans doute de placer des produits à forte marge. C'est quand même des techniques qui sont assez courantes, même en magasin. Donc, est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que c'est pas à l'avantage du consommateur aussi? Parce que finalement, aujourd'hui, le choix du consommateur, il n'est pas toujours éclairé. C'est pas toujours facile de trouver le bon produit sur un site de e-commerce. Vous avez des choix, je pense aux plateformes de e-commerce, où le choix est tellement énorme. Honnêtement, comment vous voulez faire un bon choix? C'est très difficile. Et l'IA est vraiment là pour nous aider. Et c'est un des arguments alors, on appelle plus ça les GAFAM aujourd'hui, mais je ne sais pas comment on les appelle, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, ou je ne sais pas. Enfin, quels sont les grands acteurs de l'IA? Il y a un surnom maintenant. Ou les 5 samouraïs, enfin ça change tout le temps. Mais ce qui est certain, c'est qu'eux, ils vont dans une logique de personnalisation extrême. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler des agents IA, qui sont ces petits bots qu'on envoie se balader sur les sites des commerçants, qui vont faire l'achat pour vous, et qui sont censés en fait faire le meilleur achat pour vous, en fait, en fonction de ce qu'il sait sur vous, de vos connaissances. Donc aujourd'hui, c'est d'ailleurs la guerre entre les grands acteurs de l'IA. Il y a Amazon qui a son propre agent IA, il y a Perplexity qui vient de lancer son bot, qui va d'ailleurs sur Amazon, et Amazon est en train d'attaquer en procès Perplexity parce qu'ils ne veulent pas voir passer des agents IA sur leur site. Mais ce qui est certain, c'est que la technologie IA, a priori, devrait permettre aux consommateurs d'être plus éclairés, de faire des meilleurs choix, de mieux acheter. Mais après, on connaît les commerçants. Quand ils ont une arme comme ça entre les mains, ils ne vont pas pouvoir s'empêcher d'essayer de faire des ventes additionnelles, de faire des ventes croisées, etc. Et c'est vrai qu'ils auront un outil beaucoup plus puissant pour le faire qu'auparavant. Mais encore une fois, où est la limite, en fait? Est-ce que le marketing, c'est bien ou est-ce que c'est mal? C'est la vraie question. Et je pense qu'en France, on n'aborde pas la chose du bon côté. En fait, le marketing, pour moi, je ne suis pas un expert du marketing, mais ma définition, c'est d'arriver à permettre aux gens de faire la meilleure affaire possible. La meilleure affaire possible, ce n'est pas forcément le prix le moins cher, c'est le produit qui me correspond le plus au moment où j'en ai besoin. Et ça, je pense qu'avec l'IA, on va arriver à beaucoup mieux le faire. Donc c'est une bonne nouvelle, comme c'est aussi une mauvaise nouvelle, mais comme pour toute technologie, il y a les bons côtés et les mauvais côtés. Alors, les exemples. On regarde quelques vidéos, quelques images. Ouais. Je ne sais pas dans quel ordre elles vont apparaître, et je ne sais pas qui est le slide en... Bonjour. Alors, oui, on va la regarder celle-là. Avez-vous déjà essayé de coder avec une vidéo? Avec la sortie du tout nouveau modèle Gemini 3 Pro de Google, j'ai voulu tester quelque chose que les autres IA comme ChatGPT ou Claude ne font pas encore nativement de cette façon. L'analyse vidéo directe couplée à la génération de code. Regardez, c'est tout simple, j'ai filmé mon écran en train de scroller sur le site officiel de Ferrari pendant 30 secondes. L'idée, je lui donne pas de contexte texte, pas de documentation, juste cette vidéo brute. C'est là que la multimodalité native de Gemini change la donne. Il ne regarde pas juste une image fixe, il analyse le mouvement, la structure et l'ambiance du site à travers la vidéo. Ensuite, je lui ai envoyé ce clip avec un défi simple. Refais-moi ce site, mais en version next-gen.
Je lui ai demandé du rouge, du jaune, de la 3D et surtout quelque chose qui coupe le souffle. J'ai activé le mode raisonnement pour qu'il réfléchisse vraiment à l'architecture du code. Et là, en moins d'une minute, regardez ça, il m'a généré une page d'accueil complète. On a les animations fluides, le respect de la charte graphique et cette immersion 3D que j'avais demandé. J'ai même itéré pour avoir cette deuxième version encore plus aboutie. C'est assez dingue de se dire qu'il a compris tout ça juste en regardant ma vidéo de départ. Franchement, la puissance de ce nouveau modèle sur la génération de code et la compréhension visuelle est impressionnante. Je vous recommande vivement de tester, c'est dispo gratuitement sur l'appli Gemini. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé le mode vidéo pour du code. Je suis curieux d'avoir vos retours. Voilà, alors je voulais montrer cette première vidéo parce que je la trouve emblématique de ce qui est en train de se passer. En fait, aujourd'hui, avec très très peu de choses, vous pouvez faire énormément de choses. Donc là, il part d'une vidéo, il recrée un site internet extrêmement rapidement. Et alors, ça peut être une arme, un outil marketing extrêmement puissant. C'est-à-dire qu'on peut créer des landing pages en temps réel, très très vite. On peut en faire autant qu'on en veut. On pourrait même imaginer qu'elles soient générées en temps réel pour chaque utilisateur. Donc vous voyez en fait la puissance de l'outil. C'est-à-dire que vous créez un site personnalisé pour chaque personne qui vient sur votre site. A contrario, ça veut dire aussi qu'on peut avoir des personnes mal intentionnées qui peuvent créer autant de sites comme ça, sans aucun moyen quasiment. Des sites, on a vu le résultat, il est extrêmement réaliste, donc il est vraiment trompeur. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Comment on va faire pour gérer ça? Je ne sais plus avec qui j'en parlais tout à l'heure, mais on se retrouve face à avec des outils qui non seulement permettent de produire beaucoup de contenu de façon très réaliste, très authentique, et en même temps des outils qui sont très furtifs parce qu'on peut les retirer aussi vite que l'on veut. Donc on va se retrouver avec l'IA face à une vague de création de contenu à la fois vidéo, site web, texte, images, etc. On va en voir d'autres exemples juste après, qui sont vraiment très très abusifs pour les utilisateurs. On va voir si on peut mettre une autre... Alors, désolé pour cette vidéo, mais j'ai trouvé que cet exemple il est un petit peu sexiste. Et regardez ce qui se passe, en fait, c'est quand même assez intéressant aussi. Donc, on part de vidéos qu'on peut récupérer n'importe où. Donc là, c'est une personne... Oui, c'est une jeune fille qui a été générée par IA, bon, dans une tenue un petit peu légère. Mais vous allez voir ce qui va se passer après. Donc, en 2 opérations, on remplace la personne de la vidéo par une autre personne. Donc vous voyez, ça aussi, c'est vraiment à la portée de tout le monde, c'est vraiment très très simple. Là encore, on a un outil formidable pour faire du marketing, on peut inventer plein de choses avec ça. Et puis d'un autre côté, c'est un outil extrêmement trompeur parce qu'on peut mettre n'importe quel visage sur n'importe quelle vidéo sans aucune difficulté. Une autre, alors ça j'aime bien parce que c'est un personnage du web, c'est Vincent Flibustier qui est belge. Là, il est parti d'un texte, un prompt seul pour créer une vidéo. Le visage de Vincent, c'est vraiment son visage, donc il a juste mis sa photo, et là il a créé ce petit exemple qui est un petit peu rigolo, hein, c'est de l'humour belge. Ici sur la base, on va tester le nouveau fusil anti-drone belge. Je vous montre comment ça marche, regardez bien. Et voilà, des frites bien croustillantes. Voilà. Pareil, on part de rien, on a juste une photo et on peut créer une vidéo. Alors on peut imaginer que quelqu'un veuille vendre ce fusil à frites sur Internet, c'est très facile. Encore une fois, on se retrouve avec des outils de création qui ont une puissance quasiment illimitée. Et ça, c'est tout récent, hein, ça vient de sortir. Donc voilà. Et je crois qu'on a une dernière photo que je voudrais vous montrer aussi, parce que là, du coup, c'est aussi un moyen très utile de frauder. C'est une image générée par IA, bien sûr. On retrouve tous les big boss de la Silicon Valley, vous les reconnaissez tous, j'espère. Ça a été généré en quelques secondes avec, je crois que c'est Gemini 3 Pro. Là encore, on va pouvoir on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle je crois que c'est le biais d'autorité en fait, utiliser des images de personnes célèbres pour vendre des produits. Enfin, ça c'est une arnaque extrêmement courante. Là encore, ça va devenir extrêmement facile. Donc juste pour conclure là-dessus, parce que moi, je ne suis pas spécialiste de la vidéo ni de la création de contenu, mais en tout cas, en termes d'expérience client, d'expérience utilisateur, depuis 2-3 semaines, même déjà depuis quelques mois, on a des outils qui sont d'une puissance créative incroyable, qui vont permettre de faire des choses incroyables. Et je pense qu'on n'est pas du tout prêt aujourd'hui à lutter contre ça, parce que demain, les Chinois, les Américains, et je ne sais qui, ou les Russes, vont pouvoir en faire... des palanquets des vidéos comme ça et des palanquets de faux sites, et ça va être très facile en fait d'aller extorquer de l'argent par tous les moyens aux gens. Là, c'est carrément de l'escroquerie. Oui, bien sûr. On est bien d'accord. Hein. Bien sûr. C'est plus de l'influence. Hein. Non. Mais ça va relancer le jeu du gendarme. Ça remet 3 sous dans la machine en fait. Oui. Ouais. Est-ce que, parce que vous avez dit furtif, hein, je crois que le terme est juste.
comment on court après du furtif, quoi. Pour je le pense que régulateur, ça va être très compliqué. Ça va être vraiment extrêmement compliqué, effectivement, parce que la quantité qui va pouvoir être produite est astronomique, et ensuite, effectivement, pour des gens qui s'y connaissent un petit peu, on va vite pouvoir faire des sites qui apparaissent, qui disparaissent. Enfin, traquer tout ça va devenir vraiment très difficile. Bon, mais là, on est borderline, comme on dit. Mais sur le paradigme standard, j'ai envie de dire, d'acteurs patentés et qui, a priori, respectent la loi, ces outils vont leur donner quand même de formidables nouveaux leviers d'influence. Moi, c'est ce que je pense, et c'est pour ça que je les regarde et que ça m'intéresse. En fait, on peut faire énormément de choses, on peut créer énormément de vidéos. En termes de merchandising, par exemple, on peut prendre des photos produits simples et les mettre dans des ambiances, faire des vidéos avec, les animer. Là, comme on a vu, on peut créer des sites à la volée assez facilement. Alors, je ne dis pas que la qualité est au top dans cet exemple-là, mais on peut faire des choses assez réalistes. Donc oui, on va pouvoir créer des tas de nouvelles façons de vendre, de communiquer pour des coûts qui sont réduits. Et à ce moment-là, oui, on va se retrouver toujours face au même dilemme. Est-ce que c'est éthiquement correct ou pas? Ça, c'est aux commerçants de voir. Et je dirais juste pour terminer sur tout ça, c'est que je me faisais la réflexion. Enfin, finalement, je pense qu'un bon commerçant, c'est quelqu'un qui établit une bonne relation de confiance avec ses clients. Et cette relation de confiance, moi qui suis entrepreneur, je peux vous le dire, elle ne s'établit pas en un coup, elle s'établit sur le long terme. Et je pense qu'un bon commerçant, c'est quelqu'un qui sait utiliser toutes ces techniques, le nudge ou pas, la manipulation ou pas. Finalement, de toute façon, le commerce, c'est un échange. Et dans les échanges, il y a toujours de la manipulation. Je veux dire, prenez les échanges amoureux, il y a toujours de la manipulation. Prenez Molière, il y a toujours de la manipulation, du déguisement, etc. Mais ce sont les commerçants qui sauront mettre en place des pratiques marketing long-termistes, qui soient transparentes et honnêtes, qui perdureront et qui pourront utiliser sereinement avec éthique ces techniques. Bien. Et alors, c'est justement le point de vue éthique. Comment on analyse ce genre de choses? Je crois comprendre la tonalité de votre propos, mais comment vous réagissez à ça, et notamment aux nouvelles perspectives que tout ça est en train d'ouvrir? Oui, merci. C'est tout à fait passionnant. Moi, pour fixer un peu le cadre dans lequel je m'intéresse à ce sujet, c'est que nous, on s'intéresse à la base à l'allongement de la durée de vie des produits, à l'obsolescence des produits prématurés, à leur impact en termes de consommation durable, notamment sur les types ODD 12, la consommation durable, dans le cadre du développement durable. Est-ce qu'on peut continuer à consommer comme ça de manière effrénée dans les limites planétaires et les enjeux écologiques qui sont les nôtres aujourd'hui? Et quand vous parliez tout à l'heure d'actualité, de toutes ces pratiques qui sont aussi très anciennes, je crois que c'est aussi ça l'actualité. C'est que depuis la nuit des temps, on fait du commerce et on pousse à la vente, mais on n'avait peut-être pas ces contraintes qu'on connaît aujourd'hui, qui sont de plus en plus d'actualité, de continuer à vivre dans une planète vivable où il y a des enjeux écologiques qui sont urgents à traiter. Donc on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et je crois qu'il y a une vraie urgence par rapport à ça. Et par ailleurs, la loi donc, a commencé à mettre des choses en place sur l'information du consommateur, libre, éclairé, n'est-ce pas, pour qu'il le soit encore davantage sur des indices de durabilité, même des bonus réparation pour l'aider à aller vers la réparation plutôt que racheter du neuf, etc. Et nous, on est parti d'un constat que finalement on peut mettre en place plein d'informations du consommateur type indice pour choisir concrètement entre un ordinateur et un autre en fonction de sa capacité à durer, à être réparable, plutôt que de tomber en panne, et voilà, d'avoir cette information entre deux modèles. Mais le problème, c'est que pour avoir un impact vraiment massif sur la consommation durable, eh bien, ça ne suffit pas. Cette information, on ne peut pas dire d'un côté au consommateur, vous êtes responsable de vos achats, vous avez les informations et donc choisissez le produit le plus responsable puisque voilà, vous êtes un bon citoyen. Et de l'autre côté, envoyer 15 000 stimuli par jour pour dire achetez du neuf, achetez du neuf, achetez du neuf. C'est une contradiction très rude et c'est une responsabilité qu'on fait porter sur les épaules des consommateurs qui est déplacée. Parce que finalement, j'entends beaucoup de choses qui me rendent un peu perplexe parce que finalement, dans la capacité du consommateur à faire des choix libres, éclairés, j'ai entendu le marketing, c'est pour aider le consommateur à faire les choix les plus éclairés possibles. Pas vraiment, c'est pas mon opinion en tout cas. Alors, bon, j'ai entendu des choses dans ce type-là, donc tant mieux si c'est pas ça que vous avez dit. En tout cas, ça me paraît complètement pas la réalité. C'est-à-dire que
aujourd'hui, on a beaucoup de marketing, beaucoup de financement de la publicité et d'autres types de manières d'influencer le consommateur qui vont avoir un impact sur lui, sur sa conception, sur ses achats, qui ne dépendent pas de sa volonté, même pas de son besoin, mais vraiment de créer des désirs. Là où, à la base, il n'y avait rien, en fait. Il n'y avait pas d'intention même d'acheter, de besoin, quoi que ce soit. Donc, on crée de toutes pièces des besoins, des désirs, et ils sont alimentés par vraiment tout un système qui est financé et qui vise à influencer le consommateur. Bon, c'est déjà ce qu'on est en train de se dire là, mais je crois que la valeur éthique de ça, est-ce que le marketing, du coup, est quelque chose d'honteux ? Comme j'ai entendu, c'est une question juste à se poser. Nous, on se l'est posé, du coup. Comme on considère qu'il y a cette forme d'obsolescence marketing qui, clairement, contribue à faire que les produits ne durent pas assez longtemps parce qu'on va être incité à les renouveler un petit peu plus tôt que prévu. Donc, participer à cette obsolescence prématurée, dans quelle mesure le marketing est condamnable. Et donc, on a étudié cette question sous le biais, avec tout ce que ça engendre en termes de biais, etc., de pratiques. Avec aussi un questionnement. Si le marketing et ces techniques qui fonctionnent pour influencer le consommateur sont utilisées à bon escient pour les pouvoirs publics, comme on a pu le voir, ou pour même des offres et des services durables. Par exemple, nous, on a un enjeu. On se dit les consommateurs ne sont pas toujours informés de ce qu'ils peuvent faire et des produits vers lesquels ils peuvent se tourner qui vont être effectivement plus durables, plus réparables. Et donc, comment est-ce qu'ils peuvent être mieux informés, mieux sensibilisés pour orienter quelque part le choix des consommateurs vers des choses qui vont être plus soutenables. Et donc, des entreprises qui prônent la réparation et qui font des super campagnes de publicité ou qui utilisent les nudges, j'ai envie de dire tant mieux. Donc en fait, c'est pas forcément l'outil en tant que tel. D'ailleurs, même nous, en tant qu'association, comme toutes les associations, ça nous intéresse de savoir comment est-ce qu'on va guider le consommateur à nous faire un don ou à être sensibilisé sur nos campagnes. Donc évidemment, c'est en tant que tel l'outil, la science est intéressante. Donc c'est un vrai enjeu. Mais à partir, du coup, pour moi, il y a deux enjeux. À partir de quel moment la technique en elle-même est tellement manipulatoire qu'on se refuse de l'utiliser. Et le deuxième enjeu, c'est, en tant que technique, dès lors qu'on se dit, elle est acceptable, entre guillemets, dans quelle mesure on accepte son objet, son objectif, le pourquoi on l'utilise. Est-ce que c'est OK de vendre plus de bouteilles Vittel ? Est-ce que c'est OK de vendre plus de services de réparation ? Est-ce qu'il faut faire un tri là-dedans ou pas ? Et donc ça, c'est l'approche qu'on a eue. Du coup, après, il y a beaucoup de choses. Par exemple, on dit le marketing sert à apporter de la valeur aux gens. Eh bien, moi, je pense que c'est surtout apporter de la valeur aux entreprises. Ça fait quand même partie de la définition du marketing. C'est quand même, à la base, c'est un outil pour développer la lucrativité de l'entreprise et c'est au service de celui qui vend. Alors, on peut se donner bonne conscience en disant que ça c'est bien pour le consommateur. En vrai, c'est surtout bien pour... Ça crée du désaccord sur le plateau. C'est normal. Mais du coup, pour donner quelques exemples, là où les biais cognitifs, pour moi, ne donnent aucune... Enfin, je ne vois pas en quoi ça donne de la valeur aux gens, et c'est officiellement légal, quand on est sur du dénigrement. Quand on dit du dénigrement. Dénigrement, oui. Par exemple, nous, on a relevé des publicités qui vont dénigrer, mépriser, en tout cas renvoyer cette image à celui qui le reçoit, si vous réparez, vous rafistolez, il est quand même temps de changer d'époque. Donc on est vraiment dans le mépris de pratiques d'économie circulaire. La réparation, en gros, c'est pour les vieux schnocks. Et vous êtes moderne, vous êtes dans la technologie, dans tout ce qui est plus... dans l'ultra-consommation. Et ça va être présenté comme quelque chose en termes d'estime de soi. Vous allez être beaucoup plus cool. Si vous avez les derniers vêtements et tous les jours vous venez au collège ou au lycée avec des vêtements achetés sur Chine très peu chers, plutôt que si vous revenez toute la semaine avec le même pull ou que vous portez pendant 10 ans le même pull, il va y avoir vraiment des biais qui vont être utilisés là pour dénigrer, pour jouer sur l'estime de soi, sur le FOMO, là, la fear of missing out, donc sur ce sentiment d'urgence.
fear of missing out. La peur de rater la bonne affaire, quoi. Voilà, le FOMO. Voilà. On appelle ça le FOMO aussi. Et donc, sentiment d'urgence qui est exacerbé, qui crée concrètement des problématiques de santé mentale. Donc, à un moment, c'est quoi la valeur qu'on apporte aux gens quand on utilise le marketing au détriment de leur santé mentale? Par rapport aussi au tracker de géolocalisation. Vous passez devant un magasin et votre téléphone vous a géolocalisé et du coup vous allez avoir des offres particulièrement ciblées de ce magasin. Pourtant vous passez peut-être tous les jours devant ce magasin et vous l'avez vu et vous vous êtes dit ça ne répond pas à mon besoin. Donc d'où est le besoin et la valeur pour vous de recevoir des publicités ciblées à ce niveau-là? Quel est, par exemple, sur la personnalisation, l'ultra-personnalisation en termes de traquage des données? Vous êtes une femme, 40, 45 ans, on va vous envoyer constamment des publicités, d'ailleurs, avec sous couvert d'un influenceur qui va aussi vous faire croire que c'est quelqu'un un peu comme vous, qui vous fait comprendre quand même que vous commencez à avoir des rides et que vous êtes une femme et que c'est pas très joli et que vous devriez prendre un truc anti-rides. Et puis on vous le dit tous les jours. Il y a la répétition, il y a le biais de cette personne me ressemble, etc. Et on vous le répète. C'est aussi un biais cognitif. En quoi ça apporte de la valeur? Du coup, la personne va avoir une estime d'elle-même. Finalement, avant, je me sentais très belle et puis là, d'un coup, je me sens vieille avec mes rides et je vais acheter un produit qui ne répond pas à mon besoin, mais d'un coup, je me dis peut-être que je serais plus belle avec ça. Et en plus, ce produit ne sert à rien, puisqu'il n'efface pas les rides, en l'occurrence. Et donc, concrètement, en quoi ça a répondu à votre besoin? Donc, pour moi, tout ça, on est dans l'ordre plutôt de quelque chose qui éthiquement n'est pas correct. Et où est-ce qu'on place l'éthique? Parce que vous avez peut-être une éthique particulièrement positive, mais dès lors que ce n'est pas encadré par la loi, on peut vraiment se dire, reposer sur l'éthique du commerçant, ça me paraît trop léger. Donc je crois que là, la loi peut avoir un... Et votre rapport donne des pistes de réflexion pour faire évoluer la loi. Exactement. Je voudrais qu'on garde un tout petit peu de temps pour les éventuelles questions. Est-ce qu'il y en a? Non? On n'a plus le temps? Il y en a une? Ah, il faut prendre le téléphone. C'est fâcheux parce que j'ai le chronomètre sur mon téléphone. Ok. Vous pouvez peut-être nous dire quelle est la question? Les 5 questions à se poser pour les usages éthiques du nudge. On était sur la logique 1, l'objectif, est-ce qu'il est condamnable ou pas, pour le faire rapide, 2, le bénéficiaire, est-ce que c'est que pour l'entreprise ou est-ce que c'est pour l'entreprise, la société et les différents individus? 3, le choix, est-ce que je réduis le choix ou est-ce que je laisse la possibilité de choix aux différents individus? 4, est-ce que si je dis aux gens ce que j'ai fait, ils crient au scandale ou ils sont plutôt d'accord avec ce que j'ai fait. Et, oui, n'est-ce pas? Et 5, est-ce que j'ai honte ou pas de partager ce que j'ai fait et les mécanismes que j'ai mis en route au niveau du public? Est-ce que je suis prêt à communiquer sur ce que j'ai fait? Voilà. Si on a ces 5 critères-là, alors vous voyez déjà, c'est une grille, c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est pas vrai, ça serait un peu naïf et bisounours de croire qu'il y a les bons et il y a les mauvais. Donc il y a sur ça tout un certain nombre de critères sur lesquels on est. Il y a un truc sur lequel je vous rejoins quand même, c'est pour moi le consommateur est très difficilement capable de faire des choix éclairés. Et c'est bien justement tout le principe et toute la logique sur laquelle on est sur le nudge. Et là où on se rejoint, c'est que c'est un outil. Et l'usage que vous allez en faire, moi j'adore tous les exemples qui montrent que, le nudge permet de réconcilier, et j'aime beaucoup ce mot, marketing et RSE, parce qu'il y en a énormément sur lesquels on va justement pouvoir jouer sur ces choses-là. Et la logique du nudge en tant que tel, ce que je voulais revenir aussi, c'est, vous dites, en fait, l'environnement nous manipule, quoi qu'il arrive. Dans tous les cas. Et c'est ce que vous avez très bien dit dans les relations amoureuses et dans toutes les autres relations. L'environnement va nous manipuler. Donc, qu'est-ce qu'on veut effectivement aller faire sur cet environnement? Et après, l'idée, c'est aussi que le nudge, c'est un outil pour changer les comportements au niveau individuel. Ça n'exclut absolument pas les politiques publiques, les lois et tout le reste, qui par ailleurs ont un effet beaucoup plus massif que les logiques de comportement individuel. On ne fait pas basculer 100% des gens. Une autre question rapidement. Dans le domaine d'exploitation des biais cognitifs. Alors là, il nous faudrait
chercheur en marketing, mais vous en êtes pas loin. Et quel est l'état de la recherche académique sur le sujet? L'état de la recherche académique sur ces, enfin, en tout cas, ce que je vois, c'est en tout cas sur la logique du nudge, il y a globalement le tour a été pas mal fait sur l'ensemble des biais cognitifs qui peut exister. Et je pense qu'on a une vision assez exhaustive. Ouais. La question, c'est celle de l'usage qu'on va faire de ça. Pour information, Richard Thaler, quand il dédicace un livre, il écrit Nudge for Good dessus, ce qui veut par ailleurs dire que le Nudge for Bad existe. Hein. Je le nie pas de la même manière que vous le dites pour les sites What, ça existe. C'est ce qu'on appelle les dark patterns, en fait. Hein. Exactement. Du nudge, mais à l'envers. Je ne suis pas en train de le nier, je ne suis pas un bisounours par rapport à l'ensemble de ces choses-là. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il ne faut pas confondre l'outil et ce qu'on en fait. Voilà. Est-ce que la cuisine française est bonne ? Ça dépend. Si vous mangez à la cantine de mon entreprise, pas terrible en fait. Voilà. Si vous mangez chez moi, c'est bien mieux. Ouais. Donc en fait, c'est qu'est-ce que je fais des choses et comment je les utilise, qui est la vraie question. Et je pense que sur ça, il y a plein de choses sur lesquelles on peut effectivement se retrouver. Et vous avez raison. Hein, les consommateurs vivent dans une norme sociale. Et je vous rejoins. Hein, des pubs qui vont expliquer à une femme qu'elle est moche ou qui vont expliquer à un jeune qu'il n'est pas social, ça fait du dégât psychologique. Des pubs qui, je prends la sécurité routière, des pubs qui montrent des accidents font que des gens ne conduisent pas et ne veulent pas conduire. Donc on a aussi ces logiques-là qui existent et elles existent. Et en fait, c'est aussi ce qu'on appelle les effets rebonds. Hein. C'est quand je fais des nudges et quand je fais un certain nombre de choses, que ce soit de la publicité ou autre, c'est quoi l'effet rebond que je peux avoir que j'attends pas nécessairement sur les choses. Ok. Je suis très bavard. Merci beaucoup. Pour ceux qui voudraient approfondir l'approche scientifique les bases scientifiques de tout ça, je recommande peut-être les ouvrages traduits en français de Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, alors que c'est un psychologue, c'est intéressant de le signaler, et peut-être encore plus facile à lire, Dan Ariely, qui est un chercheur israélien sur le sujet. On dévore ses bouquins tellement c'est plein d'anecdotes, et c'est fondé scientifiquement. Tout ce qu'il fait, et c'est un chercheur incroyable, voilà. Chercheur universitaire, académique. Oui, absolument, mais qui fait des bouquins de vulgarisation fabuleux, sérieux. Voilà. Pour introduire la table suivante, les 5 points en question, ça ne pourrait pas devenir une sorte de charte qui engagerait les sites de e-commerce de la FEVAD, par exemple. Voilà, je jette un pavé dans la mare. Voilà. Et voilà, la transition est bien trouvée. On laisse le plateau à la deuxième table ronde. Et merci beaucoup d'avoir participé. Merci à vous, merci. Du coup, sans plus tarder, on attaque cette deuxième table ronde parce que grâce à Philippe, on a déjà un premier élément à traiter. Voilà, les intervenants vous ont été présentés, je les rappelle rapidement. À ma gauche, Juliette Sénéchal, qui est professeure de droit privé à l'Université de Lille. Léa Le Gaillard, vous êtes sous-directrice du droit de la concurrence, droit de la consommation et des affaires juridiques à la DGCRF depuis très récemment, depuis une semaine. Donc merci beaucoup de nous avoir rejoints sur cette table ronde. Et Marc L'Olivier, vous avez déjà été présenté, directeur général de la FEVAD. J'en profite parce que à la fin, on est toujours pris par le temps, donc je voulais remercier les personnes de la DGCRF en notre nom commun avec Philippe, Marine Sédira et Léa Chéron qui nous ont aidés et grandement aidés sur la préparation de cette table ronde. Et merci bien évidemment à la DGCRF pour cette invitation. Une sacrée première table ronde. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, les sujets évoqués. Je vais rebondir, mais comme ça en quelques secondes, parce que j'ai le défi avec Philippe de ne pas faire une introduction longue. Olivier Sauvage, vous avez évoqué ce buffet campagnard. Je me souviens d'une publicité qui était magnifique, qui était « Gagner votre poids en or ». C'était un concours, en fait. Et il y avait le premier prix, c'était « Gagner votre poids en or ». Et ce qui était formidable, c'est que tout le monde gagnait le premier prix, parce qu'effectivement, tout le monde gagnait son poids en or. Un petit poids d'1 gramme qui était en or. Et à partir du moment où je vous l'offre, c'est votre poids en or, puisque je vous l'ai offert. Donc, c'est bien le vôtre. Donc, vous aviez gagné votre poids en or. Donc, ça, c'est assez chouette. Sur les vidéos, je me souviens d'une vidéo de Sam Altman,
Altman, qui est donc le patron d'OpenAI, en train de voler dans un magasin. Bien évidemment, c'était une vidéo absolument truquée, comme c'est un personnage qui est quelquefois un peu controversé. Voilà, ça nourrit tout un tas d'éléments. Une autre réflexion qui m'est venue quand j'ai vu les vidéos, je me suis dit, est-ce que finalement on ne va pas avoir une sorte d'asymptote parce qu'on va finir par perdre complètement confiance en tout ce qu'on va voir. Le site internet, je suis extrêmement d'accord. Aujourd'hui, vous voyez un produit, vous dites, ah bah tiens, c'est quoi ce produit? Je vais aller voir un site internet. Vous trouvez un site internet qui vous présente le produit, il y a 25 pages, et là vous dites, bah ça existe quoi. Sauf que ça a été créé il y a peut-être quelques secondes et ça disparaîtra peut-être dans quelques secondes. Donc c'est vrai, et à un moment, est-ce que pour commander un produit, on ne va pas simplement devoir aller au commerçant du coin parce que c'est la seule personne à qui on aura confiance? Donc, je me demande si le tout en ligne va pas, on va avoir une vraie perte de confiance. Et en tout cas, notre table ronde, elle est là pour effectivement traiter ce sujet. Puis peut-être dernier point sur les biais cognitifs. Je n'ai jamais compris, enfin depuis que ça existe, hein, parce que moi je suis un peu vieux, mais que ces biais cognitifs ne soient pas enseignés à l'école. Je pense que chacun des consommateurs y gagnerait tellement à comprendre qu'il est manipulé par son propre cerveau, alors qu'on nous apprend qu'on peut lui faire une confiance aveugle, puisque finalement notre cerveau c'est nous, et qu'on est tout à fait des êtres raisonnés et raisonnables. Notre table ronde, aujourd'hui, c'est l'encadrement juridique des pratiques commerciales à l'aune de l'exploitation des biais cognitifs. Donc c'est vraiment pour répondre à tout ce que vous avez présenté et le débat que vous avez eu entre vous. Et on a un certain nombre de thèmes, et sur le premier thème, ce sont des considérations un peu générales. Et la première question, elle est pour Juliette. Du coup, les biais cognitifs sont omniprésents dans l'analyse économique du comportement du consommateur, on l'a vu. Le droit de la consommation est-il suffisamment armé pour appréhender des pratiques qui peuvent reposer sur l'exploitation de ces biais? Merci pour cette question et merci pour l'invitation. Alors, effectivement, le concept, on va dire, de biais cognitifs est, comme l'a expliqué Sarah Lacoche, très nouveau et apparu dans la jurisprudence de la Commission européenne, mais au-delà de ça, finalement, c'est quelque chose de très ancien, puisque depuis le dol, vice du consentement en 1804, eh bien, avec la partition entre le bon dol et le mauvais dol, parce qu'on avait déjà cette frontière finalement qui existait et qui a été caractérisée depuis très longtemps, eh bien, on a quand même des évolutions extrêmement massives des pratiques. C'est-à-dire que là, toute la difficulté aujourd'hui auquel est confronté le droit de la consommation, c'est qu'on est face à des micro-pratiques qui sont massives, ultra personnalisées, donc extrêmement difficiles à saisir. Donc ça, c'est un premier point important. Le concept de biais cognitif, eh bien moi, quand je regarde les différents travaux sur les biais cognitifs, je me rends compte qu'il y a des centaines de biais cognitifs. C'est-à-dire que on a une multitude de biais. Tout le monde n'a pas les mêmes biais. Donc ça, c'est aussi une difficulté. Et donc justement, les micro-pratiques ultra personnalisées permettent de s'adapter aux biais de chacun. Donc ça, c'est fantastique. Et puis, en plus, la difficulté complémentaire, c'est qu'on est face à des micro-effets. C'est-à-dire que ça peut être des effets extrêmement faibles, mais appliqués à des multitudes de consommateurs. C'est-à-dire que finalement, il va acheter plutôt un produit qu'un autre produit. Le préjudice individuel va être faible, mais le préjudice global pour l'ensemble des consommateurs va être énorme. Et donc, ces micro-effets vont faire que les consommateurs ne vont pas nécessairement agir à chaque fois. Donc ça, c'est toute une série de difficultés qui finalement sont présentes et donc auxquelles le droit de la consommation et le droit du numérique de manière générale est confronté. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit une démultiplication des textes, c'est-à-dire entre 1804 et le dol, vice du consentement, et maintenant, on a une accélération sans précédent du nombre de textes. On a bien évidemment des textes un peu plus anciens, comme la directive de 2005 sur les pratiques commerciales déloyales. On a une directive de 2011 relative aux droits des consommateurs qui vient saisir les obligations précontractuelles d'information de ces consommateurs. Et puis après, on a encore une accélération complémentaire avec le DSA, le Digital Services Act, qui vient saisir au titre de l'article 25
les dark patterns, c'est donc les interfaces truquées proposées par les plateformes en ligne. Donc là, c'est uniquement pour certains types d'acteurs. Et puis, on a aussi l'interdiction de certaines publicités ciblées à l'égard des mineurs en particulier sur ces plateformes, toujours dans le DSA. On a aussi l'interdiction des publicités ciblées mobilisant les données sensibles à l'égard de tout le monde, toujours sur ces plateformes. Et puis, on a encore, parce que ça s'accélère, on a le règlement sur l'intelligence artificielle. Et là, au regard de ce que j'ai vu sur les propositions, ou les vidéos de Web Experience, qui sont assez impressionnantes, je dois le dire. Donc là, on a le règlement sur l'intelligence artificielle qui vient prohiber certaines pratiques. Et ça, c'est tout nouveau dans un règlement qui est un règlement sur les produits et sur la sécurité des produits, parce que l'IA, l'intelligence artificielle, est considérée comme un produit. Et là, on a vraiment des pratiques qui sont interdites. Et les pratiques qui sont interdites, c'est les pratiques qui exploitent les vulnérabilités de l'humain de manière donc anormale. C'est toujours la question du seuil de l'acceptabilité. Et de la même manière, on a l'interdiction des pratiques qui viennent manipuler l'humain sous le seuil de conscience. Et là, quand je vois certaines des interfaces, enfin pas des interfaces, mais des hyper-trucages qui sont possibles par l'intelligence artificielle, voilà, on est potentiellement sous le seuil de conscience, on est en train de manipuler sous le seuil de conscience les individus. Et ça, normalement, c'est interdit par le règlement sur l'intelligence artificielle. Donc voilà. Donc des interdits, on en a plein, et on va encore en avoir potentiellement d'autres parce que on a la Commission européenne qui a annoncé un Digital Fairness Act, donc un règlement sur la loyauté numérique, se rendant compte que finalement, au titre de cette loyauté numérique, là, il y a des difficultés, il y a une accélération peut-être du niveau de vulnérabilité du consommateur face à toutes les possibilités numériques qui sont constatables aujourd'hui et dont pour lesquelles on a eu un certain nombre de vidéos. Alors moi, simplement, ce que j'aurais envie de proposer, c'est une toute petite proposition, parce qu'on a travaillé avec un ensemble de chercheurs pendant 2 ans dans le cadre d'ateliers qui s'appelait Vers un droit neuroéthique. Et donc on a étudié les pratiques d'influence et de manipulation des consommateurs en ligne. Et donc là, parce que ce que j'ai vu dans le premier atelier, c'est finalement des acteurs du numérique qui ne sont pas forcément, du commerce numérique, qui ne sont pas forcément en phase sur les visions. Et donc, en fait, il faut les mettre autour de la table pour trouver finalement ce qui serait la meilleure façon d'avoir du design, de l'expérience utilisateur, de l'expérience du consommateur, des interactions du consommateur avec donc les interfaces, et bien donc de proposer d'être capable de se mettre autour de la table pour réaliser des normes techniques sur ce qui serait acceptable pour les interactions, pour les expériences, pour le design à proposer aux consommateurs. Voilà, donc, et ça, le proposer dans le Digital Fairness Act qui arriverait. Voilà. Ouais, Juliette, j'ai oublié de préciser que tu es également à l'INRIA. Et donc, tu travailles beaucoup sur ces sujets-là, et donc pas qu'une vision, bien évidemment, purement juridique, mais tu... Avec les informaticiens. Exactement, tu travailles avec les informaticiens, donc tu connais particulièrement bien ce sujet-là. Léa, je me tourne vers vous pour savoir si, du point de vue de l'administration, on observe aujourd'hui une montée en puissance des pratiques qui exploitent ces biais. Alors oui, de manière générale, sur les pratiques en ligne, donc, il y a eu un audit qui a été conduit par la Commission européenne, qu'on appelle le Digital Fairness Fitness Check, qui a montré que les consommateurs qui ont acheté en ligne sont 2 fois plus susceptibles de rencontrer des difficultés, et en particulier les jeunes, les personnes âgées, les personnes malades. Également, si on constate que les pratiques numériques sont de plus en plus nombreuses, leurs conséquences sur les consommateurs ont également varié, puisque le Fitness Check a révélé que le consommateur en ligne peut subir un préjudice financier, donc ce qui est assez classique, mais aussi des préjudices non financiers, comme l'atteinte à la vie privée ou à la santé mentale. On pense ici au développement de comportements proches de l'addiction, par exemple avec des phénomènes de récompense de connexion ou d'achat compulsif.
Alors, concernant plus spécifiquement les pratiques qui utilisent des biais comme les dark patterns, effectivement, elles sont omniprésentes sur Internet, puisque donc, dans une autre étude de la Commission européenne de 2022, on voit que 97% des 75 sites les plus populaires de l'Union européenne utilisent au moins une dark pattern. Cette omniprésence, elle a également été confirmée au niveau mondial par le réseau international de contrôle et de protection des consommateurs. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'au-delà des chiffres objectifs, c'est aussi une perception des consommateurs, puisque du point de vue du consommateur moyen, 61% des personnes interrogées pendant l'audit européen ont perçu une augmentation du déploiement des dark patterns entre 2017 et 2023. Oui, merci beaucoup effectivement pour ces deux visions. On en attend peut-être une troisième, du coup, qui est celle des acteurs économiques. Marc Lolivier, donc je rappelle que vous êtes président de la FEVAD, donc qui regroupe les entreprises de la vente à distance. Et du coup, j'avais une question par rapport au sujet qu'on a évoqué. On a vu que dans le e-commerce, les dark patterns sont souvent montrés du doigt. Comment, finalement, les acteurs que vous représentez perçoivent-ils cette notion? Est-ce que c'est juste une menace réglementaire, c'est-à-dire plus il y a de lois, plus c'est de la contrainte pour nous, et du coup, on voudrait qu'il y ait beaucoup moins de lois, que c'est OK pour les textes, mais c'est une difficulté de conformité, une difficulté de plus, ou au contraire, est-ce que finalement, vous voyez ça comme une opportunité de clarifier quelles sont les bonnes pratiques à promouvoir? Oui, bonjour à toutes et à tous, et d'abord merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être sur cette table ronde sur un sujet aussi important. Avant de répondre à votre question, peut-être je voudrais revenir en 2 secondes sur la table ronde qui a parfaitement introduit notre débat, pour dire que je pense que pour clarifier le débat, il faut bien voir qu'il y a 3 choses. Il y a d'abord ce qui relève de la licéité ou l'illicéité, qui, Philippe, veut dire contraire à la loi. Voilà. Et ce qui relève de la morale. La morale, c'est différent. La morale, ça relève de la conviction, des valeurs, ça dépend des cultures, on l'avait vu avec Olivier, puis ça dépend de chacun d'entre nous. Voilà. Donc là, on est sur quelque chose de subjectif, différent de la licéité. Donc il y a la loi, il y a la morale, et ensuite il y a l'éthique. Alors l'éthique, c'est ce que les gens s'imposent, qui n'est pas imposé par la loi, mais au nom de la morale, ce qu'ils pensent devoir suivre comme règle. Et pour illustrer ces 3 composantes du débat, je voudrais reprendre l'exemple qui a été donné par Madame sur le fait d'être sollicité lorsque je passe devant un magasin de beauté sur un produit anti-rides. Et là, il y a 2 choses. Il y a la première chose, Madame ne souhaitait pas, elle disait ça ne sert à rien, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est plutôt de la morale. Moi, je peux considérer que c'est quelque chose qui m'intéresse parce que j'ai des rides et je veux être informé s'il y a une promotion sur un produit des rides. Donc là, on est plutôt dans le domaine de la morale, voire de l'éthique pour les entreprises qui utilisent. En revanche, vous avez dit une deuxième chose. Vous avez dit surtout que ça ne marche pas. Ça, c'est de la licéité, parce que ça, c'est illégal. Donc on a d'un côté ce qui est licite et illicite, qui relève finalement d'une acceptation générale que c'est des pratiques qui ne sont pas acceptables, et ce qui relève de la morale. Les 2 ne sont pas totalement indépendants. Vous pouvez avoir des lois qui ne sont pas morales. Par exemple, le Black Friday, pour certains, ça n'est pas moral. Pour d'autres, c'est aussi l'occasion à des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens de pouvoir faire des cadeaux de Noël en anticipation. Et vous avez la morale qui va aussi irriguer la loi, parce qu'au bout d'un moment, cette morale, elle peut être reprise dans la loi et devenir une norme. Je referme la parenthèse, mais je trouvais que le débat avait bien mis en avant effectivement ces 3 dimensions entre la loi, la morale et bien sûr l'éthique. Alors, vous m'interrogez sur le e-commerce qui, apparemment, de ce que vous en lisez, est particulièrement adepte des dark patterns et ce que nous en pensons. D'abord, 2 mots pour rappeler ce qu'est aujourd'hui le e-commerce. C'est un canal de vente qui est intégré dans le quotidien des Français. On est 80% des Français aujourd'hui à acheter en ligne, près de 3 milliards de transactions l'année dernière. Ça veut dire à peu près une centaine de commandes à la seconde. Voilà. Donc ce n'est pas quelque chose de marginal. En fait, c'est du commerce classique, comme toute forme de commerce, avec des entreprises qui cherchent à vendre. Alors là aussi, la morale, elle peut intervenir, mais le but, effectivement, d'un commerçant, c'est de vendre des produits. Et puis des consommateurs qui trouvent un moyen à la fois pratique et, je voudrais vous rassurer, tout à fait complémentaire des magasins. Nous, on ne pense pas du tout à la théorie du remplacement, comme quoi la vente en ligne, je suis parfaitement d'accord avec vous, le commerçant de quartier, il sera toujours là et il apportera quelque chose que la vente en ligne ne pourra jamais apporter. Voilà. Donc c'est complémentaire et il est parfaitement légitime que ces entreprises utilisent ce qu'on appelle des
des techniques de vente, des pratiques commerciales pour à la fois soutenir leur activité. Et c'est aussi tout à fait normal que ces pratiques soient réglementées, encadrées juridiquement pour éviter ce qu'on peut considérer comme des dérives ou des abus. Et là, on a vu qu'on pouvait aussi chacun avoir une vision un peu différente de ce que constitue l'abus. Alors, il y a un cadre juridique, ça a été rappelé par Juliette Sénéchal, qui est déjà, et Sarah Lacoche l'a dit, qui est déjà très fourni, qui n'est pas nouveau. On remontait à 1800 avec effectivement le dol et le vice du consentement. Et c'est intéressant parce qu'à l'époque, déjà, on se posait des questions. Il y avait ce qu'on appelait le dolus bonus et le dolus malus. Donc, c'est ce qu'on pouvait faire pour essayer d'influencer et ce qui n'était pas acceptable. Vous voyez que la discussion, elle remonte déjà au XVIIIe siècle et elle est une traduction dans le monde moderne de ce dont on parlait déjà. Donc, on a à la fois des règles qui sont spécifiques, des règles du Code de la consommation sur les réductions de prix, sur la transparence, sur les avis consommateurs. On a des textes européens qui prévoient aussi des dispositions. On a rappelé sur l'IA, sur le DSA. Et puis, on a une disposition qui est un petit peu le socle de cette architecture, qui est les pratiques commerciales déloyales. C'est un principe, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas faire des pratiques commerciales qui sont soit déloyales, soit agressives. C'est important d'avoir ça à l'esprit. Puis, à côté de ce principe, qui est posé par le droit européen, donc qui est partagé au niveau européen, vous avez une liste de pratiques qui sont considérées comme étant déloyales en toutes circonstances. Ce qui est intéressant avec cette architecture, c'est que vous avez un principe qui va vous permettre finalement d'apprécier au cas par cas, en fonction des circonstances, ce qui relève de la pratique loyale ou déloyale. Et l'intérêt de cette approche principielle, c'est qu'elle va permettre de s'adapter à l'évolution des pratiques. C'est-à-dire que si vous figez en définissant une pratique, vous pouvez être sûr que les commerçants vont trouver demain une autre pratique que vous n'aurez pas couvert. Donc cette approche par le principe nous semble particulièrement adaptée, notamment au monde du numérique. Elle n'est pas suffisante, elle doit être complétée. Alors maintenant vient la question des dark patterns, qui est un concept dont il faut bien reconnaître qu'il n'est pas toujours très bien défini. On en retrouve une définition effectivement dans le DSA, où on parle effectivement de dispositifs susceptibles d'altérer la décision ou le choix du consommateur. On en trouve effectivement dans le fitness check sur le digital fairness et dans un certain nombre d'ouvrages. Je vous recommande effectivement l'ouvrage sur le droit neuroéthique, qui est excellent de ce point de vue-là. Bon, on voit en gros que c'est des techniques qui permettent de manipuler ou d'influencer la décision du consommateur. Et certains y ajoutent d'ailleurs une notion de valeur. Ça serait une décision finalement qui serait que dans l'intérêt de l'entreprise et pas dans celui du consommateur. Ce qui pose quand même un problème, c'est-à-dire qui décide que c'est dans mon intérêt ? Est-ce que c'est les autres ou c'est moi qui peux décider ? Donc là, on a, à notre sens, finalement, à travers ces pratiques, ces dark patterns, dont je vais vous donner juste 3 exemples, parce que comme c'est un concept assez flou, finalement, on essaie de l'illustrer par des exemples. Donc, on a, par exemple, l'exemple de l'ajout du produit au panier ou encore du fameux compte à rebours. Vous voyez, le compte à rebours, il ne reste plus que tant de produits disponibles. Puis, vous avez aussi ce qu'on appelle le confirm shaming, c'est-à-dire le fait de culpabiliser le client en lui disant « vous êtes sûr de ne pas vouloir cette offre ». Quand on regarde ces 3 pratiques, elles sont, à notre sens, déjà parfaitement couvertes par le droit existant. Si on prend le compte à rebours, le fait de dire « il ne me reste plus que 3 produits », si ce n'est pas vrai, c'est de la publicité mensongère, ni plus ni moins. Si c'est vrai, effectivement, c'est légal. Mais moi, je veux être informé s'il reste 2 ou 3 billets, si j'ai le temps de réfléchir avant de réserver mon billet. Donc, vous voyez, on a déjà un dispositif qui couvre ça. Si on prend l'ajout au panier, c'est une pratique commerciale déloyale, par nature, par définition, dans l'annexe de la pratique. Et si on prend le 3e, qui est effectivement le confirm shaming, on peut assimiler ça à une publicité agressive qui est également illicite et non pas juste immorale, et donc elle est couverte. Donc nous, effectivement, pour conclure, on pense que donc la question c'est de demander est-ce que ça apporte quelque chose ? Nous, les commerçants, on pense que non. Plutôt pas, ça n'apporte pas grand-chose, parce que finalement, ça fait un peu doublon avec pratiques commerciales déloyales, et ça risque d'entraîner une certaine confusion, parce qu'on va avoir des textes qui se coupent, parce qu'il n'y a pas simplement le nombre de textes, mais aussi
j'ai envie de dire, le fait qu'ils se superposent et parfois entraîne de la confusion. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Évidemment, il faut améliorer les choses. Nous, on pense notamment que pour développer et améliorer ce système principal assorti évidemment de pratiques qui sont définies comme étant en soi déloyales, il faut recourir notamment au droit souple. Le droit souple, c'est par exemple les lignes directrices qui permettent aux entreprises d'abord de mieux savoir ce qu'elles doivent faire et aux consommateurs de mieux connaître leurs droits. Et puis, il faut, on y reviendra aussi, travailler sur l'effectivité. C'est un autre sujet qu'on va aborder. Je voudrais juste dire que l'analyse que je viens de vous donner est celle des e-commerçants. Je ne parle pas des réseaux sociaux. Ça repose sur des logiques différentes, sur des logiques de monétisation de l'attention qui méritent certainement un examen séparé. Oui, merci beaucoup Marc. Juste, je voulais préciser, j'avais dit que les dark patterns étaient montrés du doigt et je ne fais pas je n'ai pas de considération sur le fait que forcément une entreprise serait tentée de ne pas respecter, de manipuler, parce qu'on sait aussi, vous avez parlé des réseaux sociaux, de la puissance des réseaux sociaux sur des pratiques qui seraient dangereuses et qui pourraient énormément nuire à l'image de marque. Ils ne sont peut-être pas couvertes par le droit actuel. Voilà, et effectivement, il y a un sujet autour de ça. Notre deuxième thème, il est sur finalement les textes. Juliette, tu as commencé à en parler, et j'en profite d'ailleurs pour remercier Julie Lebel qui nous a aidé, qui est à la DGCF, qui nous a aidé à préparer cette table ronde. Finalement, des textes, on a vu, on a commencé à en parler, il y en a plein. La directive pratique commerciale déloyale, le DSA, le RIA, le RGPD, il y a du Digital Omnibus, on a parlé du Digital Fairness Act. Voilà, on a donc énormément de textes. Et ma première question va à Léa pour est-ce qu'on arrive à s'y repérer et est-ce qu'on peut avoir quand même, comme ça, en quelques minutes, alors l'exercice est extrêmement compliqué, mais une sorte d'overview de ce sujet sur les textes européens qui viennent finalement traiter la problématique qu'on évoque aujourd'hui. Alors oui, effectivement, vous l'avez évoqué. Donc, je vais me concentrer sur 3 textes qui sont la directive de 2005 sur les pratiques commerciales déloyales, qui sanctionne les pratiques commerciales trompeuses et agressives, la directive sur les droits des consommateurs de 2011, qui prévoit des obligations d'information, un droit de rétractation en cas de vente à distance et hors établissement, et bien sûr le DSA donc de 2022. Donc, les pratiques qui utilisent des biais cognitifs des consommateurs, elles sont, ça a été évoqué, elles sont légales par principe, mais dans certaines limites. Certaines pratiques peuvent être considérées comme abusives, mais également illicites et sanctionnées pénalement. Donc, sur le premier point, donc, on peut citer les pratiques qui trompent les consommateurs ou qui ont pour effet d'exercer une pression sur le consommateur de manière telle que ces pratiques influencent de manière importante son comportement économique, en altérant sa liberté de choix, en viciant son consentement ou encore en entravant l'exercice de ses droits actuels. Donc ça, le premier point, c'est donc l'interdiction des pratiques commerciales trompeuses. Au-delà de l'interdiction de ces pratiques, il y a un autre moyen de protéger le consommateur contre les influences abusives, et ça consiste à lui garantir la fourniture de certaines informations essentielles de manière claire et compréhensible. Donc ça, c'est l'objet en particulier de la directive sur les droits des consommateurs de 2011. Et enfin, comme ça a été évoqué, il y a l'outil du DSA, donc pour les fournisseurs de services intermédiaires. Ça s'agit surtout particulièrement des hébergeurs comme les places de marché ou encore les réseaux sociaux. Donc, ces acteurs, ils ont une responsabilité limitée concernant les produits ou contenus auxquels ils donnent accès. C'est l'article 4 du DSA qui le prévoit, contrairement aux distributeurs. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser les dark patterns. C'est l'article 25 du DSA. Voilà déjà un premier aperçu sur les grands textes qui s'appliquent en la matière. Ah oui, alors effectivement, c'était une sacrée gageure, mais merci d'avoir relevé l'exercice. Léa, on parle également de RIA, de Digital Fairness Act, le DFA, mais on fait attention parce qu'entre DSA et DFA, on a un peu du mal, en tout cas dans la prononciation, également RGPD, Digital Omnibus. C'est quoi finalement tout ça ?
Alors, merci pour cette question. Effectivement, là, on a, comme je le disais tout à l'heure, une forme d'accélération avec toute une série de textes qui sont intervenus ces dernières années, voire ces dernières semaines, voire ces derniers jours, puisqu'en fait, donc, le constat d'un changement finalement de société lié aux pratiques numériques qui viennent complètement modifier les interactions entre les entreprises et les consommateurs, et puis de manière générale toutes les interactions sociales, eh bien fait que donc on a tout d'abord un règlement sur l'intelligence artificielle de 2024 qui vient finalement saisir, comme je le précisais tout à l'heure, l'intelligence artificielle comme un produit et essayer de poser des obligations ou des interdictions selon le niveau de risque de ce produit qui est l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un point qui est assez important. Et donc, au titre de cette logique de l'appréciation finalement de l'intelligence artificielle par le risque, eh bien, il y a ce qu'on appelle les risques inacceptables. Et donc, au titre des risques inacceptables, justement, il y a les pratiques de manipulation et donc soit sous le seuil de conscience, soit les pratiques d'exploitation de la vulnérabilité. Et donc l'intelligence artificielle, parce qu'elle est basée sur une collecte massive de données et sur une capacité finalement de l'intelligence artificielle potentiellement à s'adapter à l'interlocuteur face auquel elle se trouve, eh bien, peut potentiellement contribuer de manière de plus en plus forte à une forme de manipulation ou d'exploitation des vulnérabilités. Donc là, il y a cette prise de conscience, il y a cette interdiction, elle est posée, elle est rentrée en application, et pour le coup, elle n'a pas vocation à être modifiée par le Digital Omnibus, parce que le règlement sur l'intelligence artificielle, bien qu'il soit 2024, eh bien, est déjà dans une logique de réforme, puisqu'on a, depuis le 19 novembre 2025, donc depuis quelques jours, une proposition qui vient de la Commission européenne, Digital Omnibus on AI, qui vient potentiellement modifier ce texte. Donc voilà, donc en fait, ça c'est le premier point. Après, on a la question des pratiques commerciales déloyales de 2005, la directive de 2005, eh bien, là, il y a vraiment le constat que cette directive n'est plus complètement adaptée aux pratiques numériques. Donc, c'est pour ça que la Commission européenne eh bien, vient d'annoncer, toujours, donc là, c'était le 17 novembre, sauf erreur, dans son agenda pour les consommateurs, que donc on va avoir un Digital Fairness Act, normalement pour la fin de l'année 2026, donc la proposition pour la fin de l'année 2026, et dont l'optique est d'adapter la question de la vulnérabilité du consommateur face aux pratiques numériques, en modifiant potentiellement un certain nombre de textes, dont la directive de 2005 sur les pratiques commerciales déloyales. Et in fine, ce que l'on a, parce que toujours on est dans cette logique de simplification, on va dire au niveau européen, mais qui ne saute pas complètement aux yeux, eh bien, on a le Digital Omnibus, je dirais on data, parce qu'il y a en fait 2 Digital Omnibus qui viennent de sortir, un sur l'intelligence artificielle et un sur les données. Et donc, le 19 novembre, on a aussi donc une nouvelle proposition de la Commission européenne pour réformer le RGPD et pour réformer la directive e-privacy, qui est la directive sur les cookies. Donc en fait, on a ce dernier texte qui a fait couler beaucoup d'encre parce qu'il vient réformer le RGPD de manière potentiellement substantielle. Et finalement, sous couvert d'un omnibus, parce que le concept des instruments omnibus, c'est que normalement, ils viennent modifier à la marge les textes préexistants, tandis que là, en gros, on vient, entre autres, modifier le concept même de données personnelles. Et puis, par ailleurs, on vient modifier la manière de collecter des données, soit sur les équipements terminaux des utilisateurs personnes physiques, et puis aussi la collecte de données pour le développement de l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement substantiel qui arrive, mais qui n'est qu'au stade de la proposition. Et je pense qu'il va y avoir, dans le cadre de la négociation, un certain nombre d'évolutions du texte. Alors, dans quel sens, je ne saurais vous le dire. Marc, je sais que le sujet des données, vous avez envie d'en parler. Forcément, quand on est directeur général de la FEVAD, la donnée, c'est un tout petit sujet. Oui, c'est effectivement... Enfin, on voit quand même, à travers l'intervention de Léa et de Juliette, qu'on a quand même un socle
législatif et réglementaire extrêmement solide actuellement et qui est en évolution. Mais c'est vrai que quand on parle de l'encadrement des pratiques commerciales, on ne peut pas ne pas parler de la donnée. La donnée, c'est le carburant de l'économie numérique. C'est ce qui nous permet de contacter le client, c'est ce qui nous permet d'améliorer l'expérience, c'est ce qui nous permet d'offrir des services personnalisés, et ça le sera encore plus demain. Donc, c'est absolument essentiel aux entreprises, mais pour que ça fonctionne, il faut que le client accepte de vous confier ses données. Et il ne l'acceptera que s'il a confiance dans l'usage que vous allez en faire, confiance dans le fait que vous allez respecter ses droits. Et c'est là que la législation intervient, notamment le RGPD, qui est un socle extrêmement important. Mais on voit effectivement une volonté d'aller plus loin que le RGPD. Le RGPD qui se nourrit de la tradition européenne en matière de protection des données. L'Europe a toujours été le fer de lance dans ce domaine-là. Ça remonte à 1995 avec la première directive, elle-même inspirée de la loi informatique et liberté de 1978, qui était précurseur dans ce domaine. Donc on a ce socle qui est extrêmement puissant. Alors, certains voudraient effectivement, ou commencent à dire non, ça n'est pas suffisant. On le voit d'ailleurs dans le DSA, par exemple avec l'article 37 qui prévoit que vous pouvez demander aux très grandes plateformes de ne pas, c'est pour toi Philippe, de ne pas être soumis à des offres personnalisées. Ce qui fait qu'on a des offres qui n'ont rien à voir, mais c'est un droit et je pense qu'il faut le respecter. On voit dans le Digital Fairness Act, en tout cas dans le rapport, un certain nombre de cas qui sont reportés. Moi je pense que après avoir dit qu'on avait quand même un socle qui était extrêmement puissant, solide, avant de mettre une nouvelle règle, il faut quand même s'interroger si c'est utile et si c'est nécessaire. Moi, très honnêtement, si je prends l'article du DSA qui dit que vous pouvez demander à ne pas être exposé à des offres personnalisées, à mon sens, le RGPD qui prévoit effectivement que le consentement doit être libre, spécifique et éclairé, permettrait déjà d'imposer ça aux entreprises. Spécifique, ça veut dire je dois connaître la fidélité, c'est pour m'envoyer les offres personnalisées, je dois pouvoir le savoir. Et libre, ça veut dire que j'ai le droit de refuser. C'est ce qu'on a eu notamment dans la jurisprudence du Conseil d'État sur les cookie walls, qui a dit on ne peut pas m'obliger à accepter les cookies. Je peux pouvoir avoir accès au contenu sans accepter les cookies au nom de la liberté du consentement. Donc on a cette règle, à mon avis, qui est essentielle, c'est vraiment de se poser la question, est-ce que c'est vraiment utile et est-ce que c'est nécessaire? Et il y a une deuxième question qui aujourd'hui est absolument essentielle aussi, c'est quel impact ça va avoir sur les entreprises. Quel impact ça va avoir sur la possibilité pour ces entreprises de se développer. Je dis ça parce qu'on est dans un environnement qui est de plus en plus ouvert, beaucoup plus qu'en 1800, où on a aujourd'hui des entreprises du monde entier qui viennent sur le marché européen, et on est en concurrence avec des sites américains, des sites chinois qui sont dans des environnements beaucoup moins contraints. Quand je dis ça, en aucun cas, c'est une manière de dire bon, allez, il faut renoncer à tout ça, on arrête de jouer, maintenant on va se battre. Non, je pense qu'on a une responsabilité, c'est de trouver le bon équilibre entre l'impératif de protection du consommateur, qui sont des valeurs auxquelles nous sommes attachés, mais également la réalité économique. Parce que vous avez derrière ça un problème de souveraineté, c'est-à-dire que si vous laissez ces entreprises se développer, comme on le voit, et on reviendra sur le sujet de l'effectivité, demain, vous n'aurez plus que des entreprises américaines et chinoises. Est-ce qu'on aura gagné? On essaiera de leur imposer nos règles. Mais je crois que la protection du consommateur, c'est aussi le fait de lui offrir la possibilité d'abord d'avoir le choix, mais également d'avoir le choix entre les entreprises, effectivement, qui sont soumises à des règles morales, éthiques et parfois légales qui sont très loin de nos valeurs, et celles qui sont sur notre territoire, qui adhèrent à nos valeurs. Donc il faut, encore une fois, l'idée, ce n'est pas de dire on renonce, c'est de se poser les questions. Et nous, on soutient de manière très forte le nouveau projet Omnibus sur le RGPD, parce que je pense que c'est tout à fait sain d'interroger nos règles, de voir ce qui doit être clarifié et de voir aussi ce qui peut être allégé, bien sûr, lorsque c'est possible et dans le respect de nos valeurs. Merci beaucoup Marc, merci pour le propos et aussi pour la hauteur du propos, parce que souvent on entend finalement que la règle en général serait mauvaise, qu'elle pèserait sur les entreprises, et votre propos en répondant sur ces deux questions, c'est de dire non, on est prêt, et on est prêt à interroger les règles, on est prêt à ce que les règles changent.
faut pas qu'elle change trop souvent parce que on va parler là à l'instant du contrôle, mais il y a également le coût économique pour les entreprises. Faut le mesurer. Voilà, certains doivent se rendre compte de ce que c'est que, par exemple, changer un site internet. Ça paraît tout simple. En 3 minutes, on change un site internet, mais ça peut être extrêmement compliqué. On l'a dans d'autres domaines sur le changement de l'étiquetage. Changer un étiquetage, c'est extrêmement compliqué. Donc, on doit mesurer le fait que les mesures doivent être pérennes, ne pas changer trop souvent, mais en revanche on doit les interroger parce que le monde évolue et les entreprises sont en tout cas celles qui sont prêtes à jouer le jeu sont prêtes à ça, en tout cas les entreprises que vous représentez. Peut-être que du coup on va passer sur notre troisième thème qui était le contrôle, et ça c'est un thème qui m'est cher parce qu'on a un petit défaut, je trouve en général dans nos économies, c'est un défaut d'exécution, pas seulement, là on ne parle pas de la loi, mais en général, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'on est des très gros concepteurs de projets et quelquefois un tout petit peu moins bons dans la conception. Et je pense que pour la loi, c'est un peu la même chose. Moi, je suis toujours frappé quand j'échange, notamment avec des acteurs du bloc américain ou du bloc asiatique, de l'étonnement qu'ils ont quand je leur dis « Oui, alors c'est vrai qu'il y a cette loi, mais en fait, jamais personne ne l'a appliquée. » Et pour eux, c'est quelque chose qui est toujours assez étonnant. Ils ne sont pas parfaits et bien évidemment, on n'a pas non plus tous les défauts du monde. Mais du coup, sur cette question du contrôle, je vais me permettre, Léa, forcément, vu votre rôle, de vous poser la première question. Finalement, comment contrôler toutes ces pratiques? Et finalement, on pourrait se dire, c'est simple, il y a des lois, il y a des organismes chargés de le contrôler, et tout ça est assez clair. Mais j'aimerais bien en savoir un peu plus sur l'état de la coopération, déjà, parce qu'elle est nécessaire, sur l'aspect transfrontalier, au sein de l'UE, mais également vis-à-vis de l'extérieur de l'UE, les outils qui peuvent aider à contrôler et finalement, voilà, ce que les autorités de contrôle font dans l'ombre, dans la mesure où, bien évidemment, elles ne communiquent pas sur tout ce qu'elles font, au risque de ne jamais réussir finalement à sanctionner les contrevenants. Oui, donc sur ce point-là, peut-être qu'on peut distinguer au niveau national et au niveau européen. Donc au niveau national, donc il y a plusieurs enquêtes dans le secteur du e-commerce qui sont en cours à la DGCCRF. Il s'agit avant tout de s'assurer que tous les acteurs de la chaîne de valeur respectent leurs obligations, notamment les places de marché. Et donc dernièrement, la plateforme Chine a accepté une transaction pénale de 40 millions d'euros pour des pratiques commerciales trompeuses portant sur les promotions par le prix et des allégations environnementales. Donc, au niveau des outils, donc les pratiques d'influence, elles peuvent être sanctionnées par des amendes pénales ou administratives, voire par des peines d'emprisonnement. Également, nous pouvons exiger du professionnel qu'il mette fin à la pratique litigieuse dans un délai spécifique. Sinon, il devra payer une certaine somme, ce qu'on appelle une injonction sous astreinte. Les sanctions font également souvent l'objet d'une communication. Nous avons également l'outil de la réquisition numérique qui est possible sous certaines conditions si le professionnel n'est pas identifiable ou s'il ne défère pas à une injonction. Il faut aussi préciser que la compétence de la DGCCRF, elle diffère aussi en fonction du texte qui est enfreint. Par exemple, s'il s'agit d'une pratique trompeuse, la DGCCRF est compétente sur le fondement du Code de la consommation, même si le professionnel est établi dans un autre pays, et peu importe qu'il soit un vendeur direct ou un intermédiaire. En revanche, pour la mise en œuvre du DSA, la DGCCRF est compétente uniquement pour les places de marché établies en France. Donc s'il s'agit d'une autre type de plateforme établie en France, dans ce cas, par exemple un réseau social, ce sera l'ARCOM qui sera compétente. Et s'agissant des plateformes qui sont établies sur le territoire d'autres États membres de l'Union européenne, là c'est chaque autorité nationale qui est compétente. Ainsi, si la DGCCRF constate qu'une pratique potentiellement illégale est commise par une plateforme qui n'est pas française, elle le signale à l'autorité concernée. Et au niveau de la Commission européenne, là, la Commission est compétente pour les très grandes plateformes en ligne, quel que soit le pays d'établissement, pour vérifier si ces plateformes identifient les risques systémiques que causent leurs services et prévoient des mesures pour y remédier. Donc, elle a par exemple ouvert des enquêtes à l'encontre de Temu et AliExpress.
Et plus récemment, la France a d'ailleurs demandé l'ouverture d'une enquête sur Chine par la Commission européenne, notamment suite à la présence de produits illicites sur la place de marché. Sur la coopération entre les différentes autorités. Donc, effectivement, c'est un point très important. Donc, déjà, à l'échelle nationale, au titre de la mise en œuvre du DSA, donc il y a l'ARCOM, la CNIL et la DGCCRF qui agissent. Elles ont donc signé un protocole tripartite le 27 juin 2024. C'est un protocole qui leur permet d'échanger des informations relatives aux enquêtes et de partager plus généralement leur expertise sur les pratiques des plateformes comme les dark patterns. Au niveau de l'Union européenne, il y a un réseau qui est très important, c'est le réseau CPC, Consumer Protection Cooperation Network. Donc la DGCCRF participe très activement à ce réseau. C'est un réseau qui organise des actions coordonnées à l'encontre de grands opérateurs, notamment dans le numérique, ainsi que des opérations coup de balai ou sweep, qui consistent en des contrôles sur un secteur par tous les États membres. Au niveau européen, il y a le règlement CPC, qui permet aux autorités nationales de tous les pays de l'espace économique européen de remédier conjointement aux violations des règles en matière de protection des consommateurs lorsque le professionnel et le consommateur sont établis dans des pays différents. Donc, il faut savoir que la Commission européenne, elle coordonne donc la coopération entre ces autorités afin de veiller à ce que la législation relative aux droits des consommateurs soit appliquée et respectée de manière cohérente dans l'ensemble du marché unique. Et donc la DGCCRF a piloté plusieurs actions coordonnées dans ce cadre. Et la semaine dernière, donc, la Commission européenne a publié l'agenda consommateur pour les années 2025 et 2030. Et donc on se réjouit qu'il propose une révision du CPC pour permettre la coopération entre autorités et octroyer davantage de pouvoir à la Commission européenne. Il a noté que, de manière générale, la France invite à renforcer la coordination des différents réseaux de contrôle, tels que les réseaux DSA et CPC, ainsi que les réseaux compétents pour la conformité des produits. Oui, merci beaucoup Léa. Est-ce qu'il y a une réaction peut-être de la part de Oui, Marc? alors, Juliette voulait peut-être... Okay. Non, écoutez, là on touche du doigt vraiment un point qui est essentiel, qui est celui de l'effectivité du droit et de la loi. Une loi, même si elle est parfaitement élaborée, parfaitement rédigée, elle n'a de valeur que si elle est appliquée et elle est effectivement respectée. La protection du consommateur, ça doit reposer sur un cadre strict, mais aussi sur la capacité pour les pouvoirs publics à le faire respecter. C'est tout à fait essentiel. Donc aujourd'hui, je dois dire que dans le numérique, ça devient assez critique parce qu'on a des entreprises qui respectent les règles et d'autres qui les respectent beaucoup moins. Et évidemment, on a tout de suite à l'esprit les plateformes extra-européennes, notamment les plateformes chinoises, Chine, Temu, AliExpress. Vous ne vous rendez pas compte de la rapidité avec laquelle ces plateformes se sont imposées. Aujourd'hui, il y a 5 millions de Français qui se connectent tous les jours sur le site de Chine. Temu est devenu le 2e site derrière Amazon. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en pratiquement 2 ans. Voilà. Donc, et en même temps, on voit la difficulté qu'on a à contrôler. Parce que alors là, les dark patterns, vous pouvez y aller, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut. Voilà. Donc, ça pose un double problème. D'abord, ça pose un problème pour les professionnels qui respectent le droit. Voilà. Ça, c'est déjà un problème d'équité. Mais ça pose aussi un problème pour les consommateurs qui sont exposés à des normes qui ne sont pas, à des produits qui ne sont pas conformes. Donc, je crois qu'il y a vraiment un gros trou dans la raquette dans le droit, du point de vue de l'effectivité, et il faut le colmater. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié, Nicolas, votre intervention sur le rapport au droit. C'est vrai qu'on a beaucoup de lois en France. Si je vois aux États-Unis, j'ai travaillé là-bas quelque temps, c'est le contraire. Ils ont moins de lois, par contre, ils ne rigolent pas avec la loi. Mais ça, je referme la parenthèse. Enfin, nous, il nous semble qu'il y a quand même un angle mort, qu'il faut colmater aujourd'hui la brèche pour que tout le monde respecte la loi. Et nous, on a 3 propositions qu'on formule. La première, c'est effectivement, je pense qu'il faut renforcer les moyens des autorités de contrôle. Voilà. Je voudrais saluer le travail de la DGCCRF, qui est sans doute en Europe l'autorité de contrôle qui a pris le sujet le plus à bras-le-corps. Mais il faut, si on veut une protection du consommateur effective, il ne suffit pas d'ajouter des lois, il faut se donner les moyens de les contrôler. Donc, les moyens. 2, il faut sans doute adapter certaines règles, notamment en termes d'application des normes. Bon, pour les juristes, mais c'est le L521.3.1. Pour
les non-juristes, en fait, ce qu'il dit, c'est que vous pouvez suspendre un site, mais d'abord, il faut qu'il ne réponde pas à vos injonctions. Alors, qu'est-ce qu'ils font, les plateformes chinoises ? Ils répondent à toutes les injonctions. Du coup, on ne peut pas le suspendre. Donc, ça n'a pas de sens. Donc là, il faut quand même réfléchir à faire évoluer nos outils dans un environnement international, avec des entreprises qui sont à 10 000 km, qui sont beaucoup plus difficiles à contrôler. Et pour ça, il y a une troisième proposition, ça a été évoqué d'ailleurs par Léa à l'instant, c'est renforcer la coopération européenne pour les plateformes qui sont à l'échelle européenne. Voilà, notamment dans la révision du CPC. Ça existe dans le DSA. Je pense qu'il vaut mieux mutualiser les moyens plutôt que chaque DGSA dans chaque pays travaille. C'est vrai que c'est des enquêtes qui sont extrêmement lourdes, etc. Donc, moi, je pense que l'effectivité, c'est vraiment essentiel. On partage aujourd'hui un marché unique en Europe et je crois qu'on partage aussi les défis. Et tout l'enjeu pour nous, c'est effectivement de garantir que ces règles sont appliquées sur l'ensemble du territoire et surtout par tous les acteurs. Nous, on n'est pas contre la concurrence, ni la concurrence chinoise, ni la concurrence américaine. Ce qu'on demande, c'est que les règles du jeu soient les mêmes pour tous. Merci beaucoup pour ce propos très clair. Juliette, je sais que tu as envie de... Merci, oui. Donc simplement, effectivement, sur la notion d'effectivité, qui est une notion tout à fait centrale. Alors ce qu'on voit, et on le voit également dans le Digital Omnibus qui vient de sortir, c'est un mouvement de concentration des pouvoirs vers la Commission européenne. Puisque l'idée, c'est que ce soit sur le règlement sur l'intelligence artificielle, que ce soit sur les questions du DSA en particulier, on a la Commission européenne qui finalement prend la main sur un certain nombre de procédures. Alors, dans l'absolu, c'est quelque chose de positif, puisque finalement, on a une vision unitaire de la situation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Mais ce sur quoi moi je souhaiterais simplement insister, c'est qu'il y a besoin de moyens de la part, pour les autorités, pour permettre finalement d'être de taille à faire les instructions nécessaires, récupérer les informations nécessaires et pour pouvoir prendre les mesures nécessaires. Donc voilà, j'en appelle à l'octroi de moyens. Oui, et peut-être d'ailleurs parce que pendant longtemps, quand on parle de contrôle, on pensait à des ressources humaines. Aujourd'hui, on a aussi besoin d'outils. Et des outils, quand on voit ce qui est investi par ceux qui auraient, bien évidemment, ils ne sont pas adhérents à la FEVAD, hein, mais qui auraient pour objectif de ne pas respecter la loi, à un moment, malheureusement, si en face, on ne met pas des moyens considérable. Hein. On a parlé avec Olivier des sites qui bougeaient en permanence, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de rémanence. Donc je veux contrôler un site internet, sauf qu'il évolue en permanence et que j'ai beaucoup de mal à le contrôler. Quels outils j'ai pour faire du scrapping permanent, etc. Et ça, c'est pas des outils qui coûtent 2,50 €, quoi. Donc voilà, il y a un vrai sujet. Je ne sais pas, Léa, si vous voulez dire un dernier mot sur l'effectivité, puis après on a de nombreuses questions, on va essayer de répondre à quelques-unes. Oui, bien sûr, l'effectivité, c'est bien sûr une préoccupation majeure pour nous. Et donc, concernant donc ces questions de plateformes numériques, de manière plus générale, donc, il faut rappeler que de notre côté, donc, il y a un plan ministériel qui a été lancé pour le e-commerce donc depuis le début de cette année. Et dans ce cadre, il y a plusieurs volets. D'abord, il y a un renforcement des contrôles à l'importation en collaboration avec les douanes, qui est un partenaire stratégique. Donc, il s'agit de cibler les flux de marchandises pour effectuer des contrôles documentaires et des prélèvements d'échantillons de produits dès leur arrivée sur le territoire. Et à la DGCCRF, nous renforçons les contrôles sur les plateformes de vente en ligne avec d'abord une approche à 360 degrés. Du contrôle du commerce électronique, en intégrant les éléments de protection économique des consommateurs, de conformité des produits et de vérification de la sécurité des produits. Également avec une intensification de l'échantillonnage des produits. Donc c'est un point qui est important. Il y a une multiplication par 3 des échantillons qui sont initialement prévus. Donc ça, c'est une approche voilà, qui est très importante aussi pour garantir l'effectivité des règles. Et comme ça a été évoqué, pour nous aussi, l'échelon d'action européen, il est crucial. Et il faut également une effectivité au niveau de la Commission, bien sûr, et de nos homologues. Et dans ce cadre-là, nous, ce qu'on appelle à une approche holistique, c'est-à-dire une meilleure articulation entre les différents corpus réglementaires en matière de régulation du commerce en ligne, que ce soit lutte contre les pratiques commerciales déloyales,
et le réseau CPC, le DSA, le règlement sur la sécurité générale des produits, le règlement sur la surveillance du marché, l'union douanière, le RGPD. Voilà, il faut que l'ensemble de ces sujets soient traités ensemble, parce que ce sont des sujets qui sont liés, en fait. La surveillance des produits, les places de marché, les protections des consommateurs. Et cette approche holistique, elle doit se projeter aussi au niveau de la Commission européenne dans le cadre des différentes actions qui sont menées. Donc nous, bien sûr, on appelle à un renforcement de la coordination et de la coopération pour mettre en commun les ressources et les capacités d'action et agir de manière efficace. Merci beaucoup Léa. Marc? Oui, je voulais juste apporter une précision pour être sûr d'avoir été très clair. Quand on parle de transfert de pouvoir à la Commission, il ne s'agit pas de remplacer les autorités locales. Nous, on est favorable effectivement qu'il y ait des autorités locales et qu'on renforce la coopération. On parle des très grands acteurs, opérateurs au niveau européen. C'est pour cela, pour ce type d'acteurs où la Commission effectivement pourrait prendre le relais. Oui, pas un remplacement des autorités nationales par une espèce de super autorité au niveau de la Commission. Voilà. Mais sans doute avec une approche holistique qui permettrait quand même de réussir à se repérer sur les différents éléments qui est un peu notre difficulté aujourd'hui. Oui, oui, effectivement. Ok, alors il y a de nombreuses questions. On va essayer d'en traiter quelques-unes. Une première pour Juliette. Merci d'avoir accepté d'y répondre. Et Marc l'a légèrement évoqué quand il a rebondi sur la première table ronde. D'un point de vue juridique, l'IA permettant l'approche personnalisée de chaque client n'est-elle pas une violation du droit au respect de la vie privée ? Alors, merci pour cette belle question qui est loin d'être évidente. Alors, globalement, toute la difficulté liée à l'intelligence artificielle, c'est qu'elle est à l'interface entre deux textes principaux, qui est à la fois le règlement sur l'intelligence artificielle et le règlement général sur la protection des données. Donc ça, c'est une vraie difficulté, c'est que finalement, on ne peut saisir l'intelligence artificielle qu'au travers de ces deux textes. Alors, toute la difficulté également, c'est qu'il y a quand même un mouvement d'encouragement à l'utilisation de l'intelligence artificielle et au développement de l'intelligence artificielle. Et donc, quand on regarde ce qui est dans le Digital Omnibus pour les données, parce que, comme je vous disais, il y a 2 Digital Omnibus, donc 2 nouvelles propositions de texte pour amender à la fois le RGPD et à la fois le règlement sur l'intelligence artificielle du 19 novembre, eh bien, on se rend compte que le mouvement, c'est quand même plutôt un mouvement de faveur pour l'intelligence artificielle et peut-être de recul de la protection sur les données personnelles, et tout particulièrement au travers potentiellement d'une nouvelle définition à la fois du concept même de données personnelles et aussi au travers d'un recul finalement des hypothèses où on pourrait caractériser des dark patterns, puisqu'en fait il y a un recul des hypothèses où on va pouvoir recueillir des consentements de l'usager et de l'usager par exemple des sites, et donc à partir de là, à partir du moment où on ne recueille plus le consentement, et donc c'est sur d'autres bases légitimes de traitement des données que la collecte des données s'opère, par exemple pour développer de l'intelligence artificielle, eh bien, on va être plutôt dans une logique où forcément on n'aura pas de dark patterns, puisqu'on n'aura pas à recueillir de consentement, et donc on n'aura pas à biaiser pour recueillir un consentement, puisqu'on n'aura plus à le demander. Donc voilà, donc en fait le mouvement actuel n'est malheureusement pas un mouvement tendant à une meilleure protection de la vie privée, mais plutôt à un recul sur ce sujet-là au profit de l'intelligence artificielle. Oui, merci beaucoup, super éclairant. Marc, j'ai une question pour vous. Quelles sont les actions en cours de la FEVAD pour garantir un achat e-commerce? Comment rassurer le client qui va effectuer un achat chez vos adhérents? Déjà en commandant chez nos adhérents. Parce que nos adhérents, effectivement, lorsqu'ils adhèrent à la FEVAD, ils s'engagent à respecter l'ensemble, et là on est dans l'éthique, on a un code professionnel, et ce code professionnel, il vient ajouter à la loi, notamment sur le fondement de l'éthique, des dispositions de protection qui sont plus importantes. Voilà. Deuxièmement, et Olivier en a parlé, il y a quand même une règle chez le commerçant, et c'est sur toute forme de commerce, c'est que si vous trompez, manipulez le client, et qu'il s'en aperçoit, vous l'avez perdu et vous ne le récupérez pas. Donc ça, c'est tout à fait net. Alors, je ne dis pas que le dispositif doit reposer là-dessus, mais je pense qu'il faut aussi comprendre que les acteurs qui sont établis, qui sont en France, ils n'ont vraiment pas intérêt à jouer avec les lignes
et à se priver quand même de consommateurs. Et puis nous, on a des actions qui sont des actions proactives. Je pense notamment dans le cadre de l'économie circulaire, puisqu'on a une charte qu'on a signée avec le ministère de la Transition écologique, où nos adhérents s'engagent, là aussi ce n'est pas de la loi, c'est ce qu'on appelle du droit souple, s'engagent par exemple à réduire le vide dans les colis, ils s'engagent effectivement sur la qualité de l'information, ils s'engagent à utiliser des emballages réutilisables, à utiliser des entrepôts à haute qualité environnementale. Voilà, donc il y a des engagements, c'est aussi le rôle des fédérations de tirer le marché vers le haut, et souvent ce droit souple, en fait, il est précurseur du droit dur. C'est-à-dire, il va inspirer le législateur. Et donc, nous, notre rôle, c'est effectivement de faire avancer le droit, de faire évoluer le droit. C'est un peu un droit expérimental qui peut être ensuite utilisé pour renforcer la protection du consommateur et surtout l'achat responsable, qui est une attente de plus en plus importante de la part de nos clients. Ok, merci beaucoup. On a un impératif, c'est de rendre à l'heure. Il est 12h01, on aura 1 minute de retard. En tout cas, je voulais remercier Juliette, je voulais remercier Léa et Marc pour cette table ronde, et bien évidemment les intervenants de la première table ronde, Philippe, et puis les services de la DGCCRF. Merci, et puis à bientôt pour la prochaine matinale. Je ne sais pas si elle est déjà... Et elle est en mars, elle sera en mars. Ok, ben on se retrouvera en mars. En tout cas, merci beaucoup, à bientôt.